l'ordre du jour, je suis en train donc de faire la petite introduction de cette matinée. Je vais passer en revue de trois aspects, faire aussi passer en revue l'agenda de l'année, qui est évidemment un petit peu chamboulé, mais on a quand même des échéances. Et donc, en tant que Mobility Manager, c'est important que vous soyez au courant. Alors, je parle de Mobility Manager, mais cette fois-ci, on a vraiment élargi beaucoup plus le réseau. D'habitude, le réseau est réservé uniquement aux Mobility Managers qui ont cette fonction dans les entreprises. Mais voilà, vu le format webinaire cette fois-ci, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints voilà, on en est ravis. Donc, c'était aussi l'occasion d'accueillir d'autres personnes en charge d'autres projets, même si à la base, cette réunion s'adresse évidemment uniquement aux Mobility Managers. Donc à 11h, nous accueillerons Dominique Mangiatordi, qui est expert en gamification et fondateur de Hop Startup Studio. Donc il aura 45 minutes pour vous parler vraiment dans les détails de la gamification, de ses techniques et vraiment de ses atouts, pour voir comment vraiment vous en emparer et en faire le meilleur usage possible pour votre politique de mobilité. Vous aurez évidemment l'occasion de poser vos questions à Dominique via le petit onglet chat qui se trouve normalement sur la barre en bas de votre écran au centre. Donc, vous pouvez évidemment poser vos questions, on aura l'occasion de les relayer. Béatrice, qui est ma collègue qui s'occupe de l'aspect technique, vous enverra aussi via ce chat différents liens qui seront utiles en fonction des différents moments dans l'intervention de Dominique ou de l'équipe, parce qu'il y aura aussi ma collègue Olivia qui interviendra. Elle prendra la parole juste après et en fin de séance. Mais voilà, on aura aussi prévu de toute façon à 11h45 une petite séance de questions-réponses. À midi, là, on mettra un petit peu en avant des exemples de bonnes pratiques assez concrètes qui ont été réalisées par le service public de Wallonie et Swift en termes justement d'approche ludique de communication ou de challenge qu'ils ont pu adresser aux membres de leur personnel. Et ensuite, on fera un petit focus, on fera une conclusion et on fera un petit focus encore sur toute une série d'applications de gamification qui existent sur le marché, et on vous donnera accès via un lien ou via notre site internet à toute une série de petites vidéos complémentaires qui présentent justement ces applications, des différents outils. Mais voilà, on y reviendra en détail. Donc le réseau, vu le format webinaire, va se limiter à 1h30, 1h trois quarts d'heure. Mais il y a toute une série de compléments d'informations qui vous seront envoyés par mail et ou qui sont déjà accessibles sur le site. Et donc vous aurez de l'information encore complémentaire par la suite de ce réseau. Donc on essaie d'être le plus complet possible. Voilà, alors pour ceux qui nous connaissent, je suis désolé, je vais devoir réexpliquer rapidement évidemment ce que fait la cellule mobilité, mais c'est surtout adressé à ceux évidemment qui nous connaissent un petit peu moins. Donc la cellule mobilité de l'Union Wallonne existe maintenant depuis 18 ans, et donc nous proposons évidemment toute une série d'outils, de services aux entreprises qui souhaitent se positionner en matière de gestion de la mobilité, des entreprises qui débutent ou des entreprises qui sont plus expérimentées dans le domaine de la mobilité. On a des outils un petit peu taillés sur mesure pour chacune des situations. En tout cas, l'équipe est à disposition de toutes les entreprises, qu'elles soient membres ou non d'ailleurs de l'Union Wallonne des entreprises. Je tiens quand même à le rappeler et le préciser. Nos services sont gratuits. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à nous, même si je tiens aussi à préciser que nous limitons volontairement notre champ d'action pour ne pas non plus être concurrents des bureaux d'études qui sont évidemment là aussi pour aller évidemment plus loin dans la réalisation de vos stratégies de mobilité, dans l'accompagnement et surtout dans la mise en œuvre, ce que nous ne faisons pas. Donc nous avons évidemment différents outils, le bilan mobilité qui est une sorte de petit audit de mobilité de votre entreprise. N'hésitez pas à faire appel à nous. C'est une sorte de petit document d'une trentaine de pages qui vous permet vraiment de prendre du recul et qui vous donne l'ensemble des leviers, des incitants et des mesures à mettre en œuvre pour booster la mobilité dans votre entreprise en fonction de son profil de mobilité, son profil d'accessibilité. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour la réalisation de ce bilan. Le réseau des Mobility Managers, donc 16e réunion aujourd'hui, on en fait 3 par an sur des thématiques diverses et variées, mais c'est avant tout un réseau pour des Mobility Managers et par des Mobility Managers. Nous organisons aussi, en collaboration avec le service public de Wallonie, une formation pour Mobility Manager. J'y reviendrai tout à l'heure parce que les dates de la prochaine session sont connues, donc j'y reviendrai. Nous organisons aussi des workshops plus orientés motorisation dans les entreprises, parce qu'il y a effectivement, à l'heure actuelle,
une grosse difficulté de savoir vers quel type de motorisation il faut s'orienter dans les entreprises. Des séminaires, des colloques, des workshops en tout genre, évidemment. Mais évidemment, là où on va revenir, c'est la semaine de la mobilité que nous organisons conjointement avec le service public de Wallonie également, qui a lieu du 16 au 22 septembre. Donc il est grand temps déjà d'y penser, malgré le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. Et alors nous sommes évidemment en charge de l'opération Tous Vélo Actifs. Et avant d'expliquer plus rapidement tout ce qu'est Tous Vélo Actifs, nous travaillons aussi énormément à l'échelle de parcs d'activités économiques pour booster de manière collective la mobilité, améliorer des lignes de bus, travailler de concert avec les entreprises pour améliorer la situation, l'accessibilité des parcs d'activités économiques. Au niveau de Tous Vélo Actifs, si vous connaissez moins ce projet, c'est peut-être le moment d'y réfléchir en particulier. Il y en a évidemment une série qui en font déjà partie. C'est une opération qui a vraiment pour but de booster l'usage du vélo dans les entreprises en Wallonie. C'est un projet qui existe maintenant depuis 8 ans, qui était intégré dans les services de la cellule mobilité depuis 3 ans, et qui permet vraiment de développer une politique de mobilité vélo dans l'entreprise, avec un plan d'action, un accès à tout un paquet de formations que vous voyez là à l'écran, des workshops thématiques et en fin d'année, une labellisation des entreprises ayant participé donc, à cette opération. Et donc l'idée, c'est évidemment de progresser d'année en année pour structurer une véritable politique cyclable en entreprise. Voilà. Le réseau des Mobility Managers, c'est évidemment un réseau qu'on a développé il y a maintenant 5 ans déjà, en partant du constat que c'est un métier qui, globalement, s'apprend sur le tas, mais ce n'est pas vraiment non plus un métier, c'est plutôt une fonction qui s'ajoute à un métier existant. Il était surtout répandu dans les grandes entreprises il y a encore quelques années, mais on constate avec le temps que c'est une fonction, en tout cas, qui est de plus en plus présente, même dans les structures de plus en plus petites. Et donc, ça montre bien qu'il y a un intérêt de la part des entreprises de réfléchir à ces questions et de pouvoir effectivement désigner quelqu'un pour s'occuper de ce projet. Et cette personne, souvent, je le dis souvent en boutade, est parfois le premier cycliste qui arrive dans l'entreprise ou le seul utilisateur du bus qui rejoint l'entreprise est désigné comme tel. Et donc, ces personnes sont souvent un petit peu, je pense, au début, un petit peu désemparées. Donc, on est un petit peu là pour les guider et leur donner de la méthodologie pour développer cette politique de mobilité. C'est souvent aussi des personnes qui se sentent seuls à faire ce métier, alors qu'il y a tout un réseau, toutes d'autres personnes qui font le même métier, qui ont la même fonction, la même casquette dans l'entreprise. Et donc la volonté du réseau, c'est de montrer que vous n'êtes pas seul à faire cette fonction, à assumer cette fonction de mobility manager. Et voilà, on vous met en relation avec d'autres personnes qui ont cette fonction dans le but justement d'échanger les bonnes pratiques. Voilà, donc ça c'est vraiment le souhait du réseau. Alors évidemment, le format webinaire ne permet plus difficilement d'échanger, mais vous savez qu'il y a évidemment d'autres occasions pour échanger, d'autres événements, comme je disais juste avant, qui permettent de mettre en réseau et de partager vos expériences, vos bonnes pratiques au service de la communauté de Mobility Manager. Voilà, à l'heure actuelle, on a plus d'une centaine, mais je pense même les derniers chiffres, c'est plutôt plus que 120 Mobility Managers qui ont déjà participé à nos différentes réunions du réseau. En général, en présentiel, on est entre 30 et 50 Mobility Managers par réunion. Ici, je pense qu'on est un petit peu dans cette tapée-là aujourd'hui. Et donc voilà, c'est vraiment un réseau assez riche. Et vous voyez, il y a aussi bien des entreprises bruxelloises qui ont rejoint le réseau que des entreprises wallonnes, parfois même luxembourgeoises. On a aussi des entreprises françaises aussi qui assistent parfois à nos réseaux. Et donc c'est ça qui en fait aussi, je pense, sa richesse et toute sa pertinence au profit des politiques de mobility management en entreprise. Alors j'aime bien revenir toujours avec ce tableau-là, mais j'épinglerai ici, vous l'avez déjà vu, le volet sensibilisation. J'aurais pu l'entourer à un autre endroit, mais en tout cas, là, voilà, en matière de mobility management, on se rend compte évidemment qu'il n'y a pas une petite mesure qui peut avoir une incidence pour booster un mode de transport en particulier. Donc ici, si vous regardez un petit peu l'incidence des mesures qui peuvent être prises dans les entreprises et leur impact, vous voyez que la gratuité des transports en commun peut avoir un impact jusqu'à 14% d'utilisation. L'indemnité vélo, 36%. Mais si par exemple on fait un focus sur la sensibilisation, rien que le volet sensibilisation, sans avoir mis en place nécessairement de l'infrastructure ou des incitants, en matière de vélo, voilà, simplement le fait de communiquer sur le vélo, de crédibiliser le vélo d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la gamification d'ailleurs ou pas, voilà, ça peut directement avoir un impact de 21%, simplement valoriser les itinéraires, communiquer sur le bien-être que procure l'usage du vélo dans les déplacements domicile-travail, fait que
son usage peut être aller jusqu'à 21% de plus. Et j'aurais pu épingler un petit peu plus bas sur l'écran que, voilà, de manière générale, de manière plus transversale, le fait d'organiser des campagnes de sensibilisation en matière de mobilité peut avoir un impact aussi sur une réduction de l'usage de la voiture dans le cadre des déplacements domicile-travail. Et donc voilà, ça montre évidemment toute la pertinence de sensibiliser, de communiquer, et pourquoi pas de gamifier justement toute cette communication, cette sensibilisation auprès de vos travailleurs. Ce sont évidemment les résultats du diagnostic fédéral de 2017 qui nous montrent ces tendances. Alors, au niveau de l'agenda, je voulais quand même attirer aussi votre attention avant de passer la parole à notre intervenant du jour. C'est évidemment la semaine de la mobilité. Du 16 au 22 septembre, nous organisons comme chaque année le défi mobilité des entreprises. Donc on vous invite évidemment à vous inscrire, mais je passerai juste après la parole à ma collègue Olivia, qui est en charge de ce projet. J'attire aussi votre attention sur le fait que nous organisons, comme tous les 2 ans, le prix du Mobility Manager de l'année. C'est un prix qu'on va remettre, si tout va bien, le 25 septembre lors de notre 18e colloque annuel qui aura lieu soit en présentiel à Namur, soit de manière virtuelle. Et donc on incite tous les Mobility Managers qui ont des beaux projets, qui sont fiers de ce qu'ils font, à postuler pour remporter ce prix et mettre en avant vraiment votre travail au profit justement de votre entreprise, mais aussi de donner envie à d'autres entreprises de faire comme vous. Donc n'hésitez pas à vous mettre en avant, à postuler. Tout le monde a sa chance, que on soit débutant ou beaucoup plus expérimenté dans le domaine. Il y a vraiment des très belles expériences qu'on connaît, donc on espère que vous n'hésiterez pas à postuler. J'attire aussi déjà votre attention sur le fait qu'au mois d'octobre, il y aura bientôt une communication qui vous parviendra sur le fait que, comme d'habitude, nous associons avec l'AWSR pour organiser le quiz de la route. Donc ça, c'est aussi, en termes de gamification, justement, c'est un super outil qui permet évidemment de sensibiliser vos collègues à la sécurité routière dans le cadre des déplacements domicile-travail ou dans le cadre des déplacements professionnels. Donc vous recevrez bientôt de la communication par rapport à ça pour pouvoir mettre en place cette campagne dans votre entreprise suite à la semaine et dans la continuité de la semaine de la mobilité. Il y aura aussi le 9e cycle de formation pour les Mobility Managers au mois de novembre. Et alors j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y aurait dû y avoir, à cette date-ci d'ailleurs, aujourd'hui, commencer le diagnostic fédéral de 2020. C'est l'enquête qui est adressée à toutes les entreprises de plus de 100 travailleurs, de remettre des données en matière de déplacement domicile-travail de leurs collaborateurs, de faire un peu écho de ce que l'entreprise met en place en termes de mobility management. Cette enquête, vu le contexte, nous l'avons reportée, mais j'y reviendrai juste après. Alors voilà, on va peut-être faire un petit focus sur le défi mobilité. Olivia, je te passe la parole 2 minutes. Oui, merci Benoît, bonjour à tous. Alors, en effet, donc, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine européenne de la mobilité, pour nous, c'est aussi synonyme de défi mobilité des entreprises. D'ailleurs, j'espère que ça l'est aussi pour vous. Donc, en gros, concrètement, en quoi ça consiste le défi? L'idée, c'est de pouvoir profiter de la notoriété que la semaine de la mobilité a déjà du 16 au 22 septembre pour aborder la question de la mobilité avec vos collaborateurs. Et donc, ça peut se faire en menant des actions qui, évidemment, ont trait à la mobilité. Ça peut être des actions tout à fait ludiques ou pas. Et aussi en valorisant l'existant, donc sans aucun doute, vous mettez déjà en place certaines actions qui sont avantageuses pour vos collaborateurs par rapport à la mobilité. Et donc l'idée, c'est de pouvoir communiquer un maximum dessus, en interne évidemment, mais aussi en externe et notamment vers nous. C'est comme ça qu'on pourra vous mettre un maximum en valeur et aussi on pourra vous mettre en valeur au niveau de la presse avec qui on a beaucoup de contacts à ce moment-là. Alors, qui dit défi dit aussi évidemment cadeaux à gagner. Les années précédentes, les cadeaux étaient souvent des vélos et des trottinettes électriques. Ça va être plus ou moins la même chose cette année, avec peut-être en plus quelques formations, quelques accompagnements spécifiques, quelques coachings par rapport au télétravail. Donc, tout ça doit encore être concrétisé avec le service public de Wallonie, mais c'est l'idée. Donc, ça se passe du 16 au 22. Alors, un petit mot juste par rapport à l'accessibilité au défi. Donc, vous êtes tous les bienvenus à participer à ce défi. Juste une toute petite chose, c'est que ce n'est pas ouvert par contre aux opérateurs de mobilité ou aux entreprises de transport public. Là, ce serait un petit peu trop facile.
Donc concrètement, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Dès le mois de juin, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de juin, on vous invite à vous inscrire. Ce sera encore possible après, mais c'est le bon moment de le faire maintenant. C'est une préinscription, c'est-à-dire qu'on vous demande juste d'encoder vos coordonnées et de nous dire peut-être les thématiques sur lesquelles vous souhaitez déjà travailler. Et puis suite à ça, vous avez toutes les vacances pour peaufiner votre programme, avoir un programme d'action bien défini, que vous pouvez alors nous soumettre début septembre. Comme ça, nous, on s'est aussi déjà préparé un peu la communication. Et puis, évidemment, du 16 au 22, là, vous communiquez un maximum, vous diffusez, notamment vers nous. Et voilà. Et alors, du coup, c'est l'entreprise qui aura finalement le mieux communiqué, qui aura fait des actions, des chouettes actions originales de mobilité, qui remportera le défi et les cadeaux. Voilà. Benoît, je te donne la parole. Merci Olivia. Voilà, comme ça vous avez fait connaissance avec notre nouvelle collègue qui est donc en charge de la semaine de la mobilité et que vous aurez l'occasion de rencontrer très prochainement, on l'espère. Voilà, alors je reprends ceci. Donc comme je vous le disais, donc, il y a le défi mobilité des entreprises, il y a le Mobility Manager de l'année. Donc là, je vous invite vraiment là aussi à vous inscrire, comme je le disais avant. Et donc si tout va bien, pouvoir mettre en présentiel, on espère, le 25 septembre au Moulin de Bé, le prix du Mobility Manager. Donc n'hésitez pas. Si vous aurez déjà l'amélioration de la mobilité pour vos collaborateurs, une meilleure accessibilité de votre entreprise, au développement d'une mobilité douce au sein de votre entreprise, n'hésitez pas à postuler et ça vous fera une belle publicité. Et là aussi, il y a en général un très beau prix à gagner. Alors aussi, pour tous ceux que ça intéresse, le 9e cycle de formation pour les Mobility Managers commencera le 17 novembre et se terminera le 9 février. Donc comme vous voyez, c'est 6 journées de formation qui se passent aussi bien à Namur, à Liège et en entreprise. Et cette formation commence en général aussi par un jeu qui s'appelle Maestro Mobile et qui permet vraiment de vous confronter à la mobilité en situation réelle en ville. Et donc on s'associe donc avec un Maestro Mobile pour commencer cette première journée de formation et vous, quelque part, vous mettre dans le bain de la gestion de la mobilité et que chacun des mobility managers puisse tester un maximum de modes de transport et se mettre ainsi à jour concrètement pour encore mieux sensibiliser et communiquer par la suite auprès des travailleurs. Voilà, alors comme je disais aussi, donc report du diagnostic fédéral, il a lieu donc tous les 3 ans, mais cette fois-ci, à l'initiative des fédérations d'entreprises, de la FEB, de l'Union Wallonne des entreprises, de la FEB, du VOCA et de BESI, nous avons fait une demande auprès du ministre fédéral de reporter ce diagnostic pour des questions simplement de contraintes auprès des entreprises qui ont, selon nous, autre chose à faire en ce moment que de compléter ce type de diagnostic, mais aussi pour pouvoir collecter, on l'espère, des données plus pertinentes dans le courant 2021, avec l'impact du Covid sur justement la mobilité, le vélo ou entre autres le télétravail. On espère alors avoir des données plus intéressantes. Voilà, on vous invite aussi justement par rapport au Covid, si vous le souhaitez, la cellule mobilité a développé différents outils pour vous aider à remettre en place une communication favorable à l'ensemble des modes en fonction des mesures sanitaires. Et donc on a développé toute une série d'affiches de sensibilisation que vous pouvez apposer à différents endroits dans votre entreprise. Ce sont des affiches évidemment qui doivent être probablement personnalisées dans vos entreprises si besoin, mais elles sont à votre disposition en téléchargement. Et donc n'hésitez pas à l'utiliser. Il y a évidemment l'opération Tous Vélo Actif qui fait un gros focus sur le vélo. Et donc là aussi, je vous invite à aller voir sur le site de véloactif.be par rapport à la reprise. C'est à vélo, une chouette campagne. Et donc n'hésitez pas à inciter davantage vos collaborateurs à utiliser le vélo durant cette période. Voilà, on a fini au niveau de l'introduction. Donc c'est le moment où je vais passer alors la parole à Dominique Mangiatordi, qui est spécialiste en gamification, fondateur de Hop Startup Studio. Il accompagne les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs, et qui souhaitent utiliser la gamification pour mettre en place des actions de changement de comportement ou revoir encore leur management de manière plus large. Donc je remercie en tout cas Dominique d'avoir accepté notre invitation. Je vais lui passer la parole et comme je le disais, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via l'onglet chat et on relayera ces questions au moment opportun. Dominique me fera signe au moment opportun pour soulever différentes questions et de toute façon on aura encore un petit moment de questions-réponses plus formelles en fin de présentation. Donc Dominique, c'est à vous et encore merci pour votre présentation.
Merci Benoît, merci pour l'invitation, merci à l'Union wallonne des entreprises. Je suis ravi de pouvoir vous parler de gamification. Je pense que c'est complètement dans le sujet de ce que vous devez vivre au quotidien, dans cette logique d'essayer de motiver vos utilisateurs, vos clients, vos usagers à faire des actions. Et en fait, la gamification, c'est vraiment ça. Et c'est beaucoup plus psychologique qu'on ne le croit et peut-être même beaucoup plus scientifique qu'on ne le croit. Donc, mon but dans ce temps court qui m'est imparti, c'est d'essayer de vous démontrer qu'en fait, derrière ce qu'on appelle la gamification, il y a beaucoup plus que la volonté de créer du fun ou de faire jouer en fait des gens. Il y a différentes techniques qu'on va parcourir ensemble pour provoquer ces actions. Alors, je vais partager mon écran et Benoît, si tu peux me confirmer qu'on voit bien tout. Voilà, tac. Alors. Qu'est-ce que vous avez sur votre écran? Oui, il faut mettre en full screen, ce sera parfait. Voilà, ça fonctionne. C'est full screen? Et l'animation fonctionne aussi? C'est un petit peu saccadé, mais ça va aller. Parfait, ok, bon, génial, du premier coup. Good. Alors oui, effectivement, sans faire de publicité, mais en fait, on a la chance chez Hop d'être un studio entièrement dédié à la gamification, c'est-à-dire que 100% de nos projets sont des projets de création d'engagement via les techniques du jeu, soit via des applications que nous développons et que nous commercialisons, des applications d'animation commerciale, des applications de gestion d'objectifs. On a un portefeuille actuel de 4 applications essentiellement B2B et destinées aux ressources humaines. Donc, Pick Me Up, qui est un logiciel d'animation commerciale. On a une application de jeu de cooptation pour recruter des employés, où en fait, on transforme chaque employé en chasseur de tête. Et à chaque fois que les candidats qui sont proposés par ces employés avancent dans le processus de recrutement, on engrange des points qu'on peut dépenser dans un shop où l'entreprise met à disposition des cadeaux personnalisés. Mais en fonctionnant de la sorte, on crée un parcours d'engagement qui, dès le début, dès qu'on envoie un CV et que ce CV est accepté, on a une célébration de succès rapide et je vais y venir à plusieurs reprises dans la présentation. C'est une des clés de la gamification, c'est de pouvoir créer un sentiment de progression dès le début d'une activité et sous-entendu aussi un sentiment de progression positive avec des célébrations de succès. Voilà, on a une application de quiz aussi qui s'appelle Business Royale qui est un jeu de quiz entre collègues pour valider des formations, des parcours de certification. C'est quelque chose qui est super fun et ludique, mais en fait qui permet, l'air de rien, d'apprendre ou de vérifier des acquis. Voilà, alors on n'est pas forcément spécialisé en mobility, mais on a quelques projets, notamment la coïncidence, c'est que notre plus gros client actuellement est Toyota, où nous avons la chance de refaire les interfaces des Toyota hybrides sur l'application Mighty, l'application de Toyota que les utilisateurs, que les conducteurs utilisent, mais aussi dans les écrans embarqués dans les voitures, parce que c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, les écrans sont multiples et que la gamification peut se répandre, si je peux dire, sur différentes interfaces qui peuvent être combinées entre elles. Et donc, en gros, dans les voitures hybrides de Toyota, mais je vais y revenir tout à l'heure, il se passe des choses pendant que vous conduisez qui sont prolongées aussi sur votre application mobile quand vous rentrez chez vous et que vous devez vérifier si vous avez atteint un objectif et quel est l'objectif suivant, etc. Voilà. Alors, j'aime bien commencer mes présentations par une phrase qu'on attribue à Platon et qui dit qu'on en apprend beaucoup plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Je pense que c'est totalement vrai. Je pense que le jeu est un formidable test de personnalité et que quand vous jouez avec quelqu'un, un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu de plateau ou un jeu vidéo, vous allez très rapidement découvrir quelques traits de personnalité qui seront très utiles en termes de motivation et d'engagement parce que nous sommes tous à peu près différents et qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Donc moi, mon obsession par rapport à mon approche de la gamification, c'est de rechercher le score. Qu'est-ce qui nous motive? Et quand on connaît ce qui nous motive de manière individuelle, comment transformer ça en score très précis pour pouvoir entretenir cette motivation? C'est pour ça que la gamification, pour moi, le terme clé qui se cache derrière ça, c'est vraiment le mot engagement. Donc, on reprend des techniques issues du monde du jeu, principalement du jeu vidéo, pour créer de l'engagement, c'est-à-dire générer des actions, provoquer des choses. On fait très peu chez Hop et dans mon équipe, on fait très peu de ce qu'on appelle de serious gaming, donc des jeux scénarisés. On s'attaque beaucoup plus à des processus. Comment faire en sorte que les gens prennent plus le vélo est un processus en fait. Et c'est transformer une action de conduite automobile en un changement de comportement vers une conduite de vélo. C'est le côté processus qui nous intéresse et donc d'identifier à quel moment c'est difficile
pour une personne, pour un utilisateur, de basculer et de commencer à initier des premières actions sur ce nouveau processus. Et donc, dans notre esprit et dans notre approche, c'est rarement un jeu en soi, c'est plutôt un ensemble et une combinaison de techniques qu'on peut mettre en place ensemble. Et cette introduction me permet de vous présenter ce que je considère être le plus grand malentendu par rapport à la gamification. C'est la confusion qu'on peut faire entre une motivation qui, au départ, est extrinsèque et une motivation qui est intrinsèque. Ça va sembler un peu évident, mais je pense que c'est important de quand même mettre le doigt là-dessus. Quand une motivation est extrinsèque, c'est-à-dire quand vous faites quelque chose, mais pas parce que cette activité en tant que telle vous plaît ou vous motive, mais parce que vous attendez une récompense externe, à ce moment-là, il y a une façon d'utiliser la gamification qui est très spécifique. Et quand votre motivation, au contraire, est intrinsèque et que l'activité en elle-même vous plaît, vous motive, il y a une autre façon d'utiliser la gamification qui est également spécifique. Et si vous vous trompez, en fait, si vous êtes du mauvais côté du miroir, vous risquez de faire une gamification inefficace, contre-productive, cliché, infantilisante. Enfin, j'ai vu tous les cas possibles et imaginables. Je vais illustrer tout ça par des exemples. Mais une motivation extrinsèque, c'est quoi? Par exemple, exemple très gadget, mais vous êtes au Burger King et il y a énormément de monde et vous attendez pendant 3 quarts d'heure pour aller acheter votre Whopper. Eh bien, cet exemple, c'est un exemple de motivation extrinsèque. Ce qui vous motive, c'est évidemment pas d'attendre pendant un temps très long dans une file d'attente, mais c'est d'obtenir votre burger. L'exemple n'est pas le plus écologique qui soit, mais ça me permet d'introduire un jeu qui a eu beaucoup de succès. Since Burger King came back to France in 2014, every opening looked like a never-ending Beatles concert. To get your burger, you have to wait and wait and wait. People have been patient, but after a few months, they began to be angry and complain about the queue. So we created Whopper Fast Pass, a mobile game to entertain you while you wait and to skip the line if you win. Whopper Fast Pass is the first. Alors, je crois que vous avez compris le concept. Donc, chez Burger King, ils ont lancé ce Fast Pass. C'est une agence parisienne qui avait développé ça il y a quelques années. Donc, grande file d'attente. Le manager du restaurant peut lancer un concours Fast Pass sur le grand écran. Quelques personnes, pas beaucoup, téléchargent l'application, peut-être 5-6 dans l'assistance. Par contre, autour d'elles se crée une curiosité, des personnes les entourent pour voir ce qui se passe et les regarder jouer. Le jeu n'est pas très intéressant en soi, le jeu Fast Pass. Par contre, quand il y a un gagnant, il accède à la file Fast Pass, il passe devant tout le monde et dans certains cas, il est applaudi par l'assistance. En quelques minutes, en fait, un moment très peu engageant, très ennuyeux, s'est transformé en autre chose. Et c'est ce qu'on appelle aussi le nudge. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certains sont déjà familiers du concept. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du nudge ou du nudging? Benoît, je te laisse peut-être me dire si les gens répondent, parce que je ne vois que mon écran. Je vais allumer mon... Alors, je vois des non, je vois des oui. C'est plutôt... Pour le moment, j'ai plus d'inconnus au bataillon, je vois. Ok, bah, parfait. Donc, c'est plus non, j'ai l'impression que oui, mais... D'accord. Alors, pourtant, le nudge, c'est super... Il y en a qui connaissent le Whopper, sinon. Voilà, ça oui. Oui, voilà. Ok. Je suis pas surpris. Alors, le nudge, c'est très difficile à traduire. C'est en gros, c'est le coup de pouce ou le coup de coude. En fait, c'est quand vous provoquez un comportement chez quelqu'un sans lui dire explicitement ce que vous attendez de lui ou d'elle. C'est de plus en plus connu et de plus en plus maîtrisé par les concepteurs d'interface. Je vais vous donner quelques exemples. Ceci, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu. C'est déjà ancien. Ça fait quelques années. À Stockholm, Volkswagen avait transformé cet escalier en piano. Et quand vous faites ça, là, ils ont eu 66% de personnes en plus qui ont pris l'escalier. C'est typiquement un exemple de nudge. Si vous mettez une affiche en bas de l'escalier qui dit « Tiens, pour votre santé, pensez à prendre plus souvent l'escalier », ça fonctionne moins bien. Donc, il y a un côté manipulation visuelle, stimulation visuelle qui incite un utilisateur à faire une action plutôt qu'une autre. C'est de la gamification nudgée, c'est du nudge. Je vous prends un exemple plus récent. Si vous êtes normalement constitué quand vous voyez cette photo à l'écran, vous avez instinctivement plus envie de prendre l'escalier. Tout vous invite à prendre l'escalier dans cet effet nudge.
Voilà, c'est un autre exemple plus récent. C'est aussi de la gamification, mais dans un contexte de motivation extrinsèque. C'est-à-dire que gravir les escaliers au départ n'est pas votre motivation première, ce n'est pas l'activité que vous recherchez, ce n'est pas ce que vous aimez faire, sauf que là, en transformant votre parcours en parcours ludique ou engageant, en fait, vous allez oublier l'effort que ça demande de monter l'escalier parce que vous avez envie de parcourir cette piste d'athlétisme. Exemple concret qu'on peut appliquer de nudge dans un formulaire, par exemple. Vous regardez ici, c'est un formulaire d'inscription ou de login. Donc, ce n'est pas le moment le plus agréable dans une utilisation d'interface. Et par ce petit jeu qu'on a avec le singe qui suit notre parcours et qui se cache les yeux quand on saisit son mot de passe et qui écarte ses doigts pour regarder le mot de passe quand on appuie sur le bouton Show pour montrer le mot de passe, ben en fait, on est en train d'oublier qu'on est en train de remplir un formulaire. Donc, vous pouvez imaginer ce genre d'approche pour des formulaires beaucoup plus longs, beaucoup plus rébarbatifs. Et en fonctionnant de la sorte et en utilisant l'effet nudge, vous pouvez avoir un taux de conversion sur vos formulaires qui est augmenté, en fait, qui est plus efficace. Voilà, j'ai plein d'autres exemples, dont celui-ci qui n'est pas du tout élégant, mais cette petite mouche que les hommes connaissent bien dans les urinoirs, c'est un effet nudge aussi. Donc, on est dans le même sujet. Alors, je vais vous demander de regarder le petit point rouge que vous avez au milieu de l'écran en espérant que la connexion est suffisamment fluide pour que ce soit efficace. Ce n'est pas dangereux, hein, donc ne vous inquiétez pas. Regardez le petit point rouge qui est au milieu de l'écran et ne le quittez pas des yeux. Fixez vos yeux sur ce petit point rouge. Et normalement, autour du point, tout devient un petit peu plus flou, tout se mélange, le point clignote de plus en plus rapidement. Ne quittez pas ce point des yeux encore quelques secondes. 3, 2, 1. OK, maintenant, regardez votre main droite. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. Ça n'a rien à voir avec mon discours, mais j'aime bien placer ce slide dans mes présentations, ça m'amuse. Tout ça pour vous dire que la motivation peut être également intrinsèque. Alors, c'est quoi une motivation intrinsèque? C'est vous faites quelque chose, mais il n'y a aucun incitant extérieur qui vous empêchera de faire ce quelque chose parce que vous prenez votre pied, c'est une activité que vous aimez. Et quand on est dans un contexte de motivation intrinsèque par rapport à une activité qu'on exerce, en général, dans presque quasiment tous les cas, on a spontanément envie de s'améliorer, on a spontanément envie de devenir meilleur dans cette activité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez une majorité de coureurs amateurs, donc qui courent au moins une fois par semaine, qui utilisent une application de gamification de suivi de vos performances sportives. Donc, Runtastic, Runkeeper, Strava, Nike+, je pense que vous devez connaître toutes ces applications. Eh bien, parce que quand vous êtes dans un contexte de motivation intrinsèque, c'est très naturel, vous appréciez sentir un chemin de progression et visualiser un chemin de progression. Vous avez couru 5 km dimanche passé, vous en avez couru 6 ou 7 ce dimanche-ci, vous avez progressé. Si vous avez une interface qui vous renvoie ça de manière engageante en vous disant bravo, en vous célébrant un succès et en vous proposant un prochain défi, une prochaine étape, il y a de fortes chances que vous soyez plus motivé et plus régulier dans vos courses avec ce type d'application que sans. Ensuite, je vais prendre un exemple un peu inverse. Est-ce que vous connaissez cette application? Ça vous parle quand je vous montre ce teaser? Est-ce que quelqu'un peut me citer le nom de cette application? Je vous donne 5-6 secondes. Benoît, si tu as une réponse? Pas pour le moment. Non? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Zombie Run? Zombie Run, c'est un jeu, en fait, très populaire aux États-Unis, un petit peu moins en Europe, même s'il est quand même pas mal utilisé. Il y a 2 millions de joueurs aux États-Unis. C'est un jeu où votre ville est détruite par des zombies sur votre desktop et vous téléchargez l'application mobile. Et le seul moyen de gagner des crédits pour reconstruire votre ville qui a été détruite, c'est de partir courir, faire des jogging et en fonction d'objectifs que vous allez vous fixer. Tout se passe dans le casque, donc vous avez une voix off qui va vous diriger, vous dire où vous devez aller pour suivre un itinéraire qui est piégé et truffé de zombies. Et vous allez, si vous ne courez pas suffisamment rapidement, vous allez entendre les zombies dans votre dos se rapprocher de vous. En fait. Et donc, c'est vraiment un jeu de poursuite où vous devez échapper aux zombies. Et alors, ils ont un succès fou aux États-Unis et ils en sont à la 7e version. Ils appellent plus ça des versions, ils appellent ça des saisons parce que ce sont les scénaristes de Netflix qui font les scénarios du jeu Zombie Run. Et puis, ils ont été copiés par plusieurs applications très populaires. Mais j'aime bien prendre cet exemple parce qu'on est à nouveau de retour dans le nudge. C'est-à-dire que si vous êtes un sportif moyen, voire que vous n'êtes pas du tout sportif et que vous devez aller courir parce que votre médecin vous l'a imposé, par exemple, eh bien, ce genre d'application peut parvenir à vous faire oublier que vous êtes en train de courir, tellement vous pouvez vous prendre au jeu.
C'est un peu ce qui s'est passé avec Pokémon Go, où vous avez des millions d'adolescents et même d'adultes qui ont marché des millions de kilomètres, non pas parce qu'ils se sont pris goût à la marche ou au jogging, mais parce qu'ils voulaient faire évoluer leur Pokémon dans le jeu. C'est une nouvelle illustration de l'effet nudge. Et c'est aussi l'illustration du malentendu en gamification. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui n'est pas motivé intrinsèquement, vous allez le distraire, voire le manipuler, pour employer des mots plus forts, avec ce nudge pour garder cette motivation intacte et finalement provoquer ce comportement sans lui dire implicitement, explicitement ce que vous attendez de lui ou d'elle. À l'inverse, et c'est là qu'il y a bien le malentendu, si vous avez quelqu'un qui est très motivé intrinsèquement, un sportif, quelqu'un qui veut s'entraîner pour faire 4 marathons par an, ne va pas utiliser Zombie Run. Ou alors peut-être une seule fois parce que c'est rigolo, mais en gros, ça ne va pas être son compagnon de motivation pour arriver à courir ces 4 marathons. C'est ça qui est très important, c'est de comprendre que ce qu'on recherche dans un contexte de motivation intrinsèque, extrinsèque, si c'est extrinsèque, vous cherchez une compensation, un salaire, un diplôme, une récompense, ou vous cherchez aussi à éviter le regard des approbateurs, de votre famille, de vos proches. Si dans votre famille, on fait médecin de père en fils, de père en fille, de mère en fille, et que vous faites médecine, et qu'en fait vous auriez voulu faire un autre métier, ben là vous êtes typiquement dans une motivation extrinsèque qui peut être très forte, très puissante, mais qui est liée à une récompense externe. Voilà. Et du côté intrinsèque, ce qu'on va rechercher, c'est au sein même de l'activité à trouver son épanouissement et son parcours de progression. C'est comme ça qu'on a construit, mais je n'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer tous les points sur cette courbe de gamification, qui se base en fait sur beaucoup d'études qui sont faites depuis les années 70 sur les 6 degrés de motivation qui vont de la motivation en un seul mot, donc à motivation complètement extrinsèque, à la motivation complètement intrinsèque. Quand votre motivation est intrinsèque, vous pouvez faire ce qu'on appelle du performance play, le point 5 sur ma courbe, c'est-à-dire une gamification qui est très orientée à votre performance sur l'activité en tant que telle. Quand votre motivation est réelle mais plutôt extrinsèque, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle du fun play, du jeu pour distraire, du jeu pour s'amuser et en fait du nudge. Donc derrière, quand même obtenir de vous ce qu'on attend de vous, mais d'une manière un peu détournée, qui peut être très ludique. Ça va toujours? Alors, une fois qu'on a vu ça et cette différence entre motivation intrinsèque et extrinsèque, une autre invitation, un angle de vue que je vous invite à avoir par rapport à vos différents projets, c'est de considérer le player's journey, donc le parcours du joueur, qui est intéressant de comparer au fameux customer's journey, donc le parcours du client. Pourquoi? Parce qu'il est un peu identique, mais un peu différent aussi. Je vais vous expliquer ça. Il n'y a que 4 phases dans le parcours du joueur. Dans la plupart des jeux, c'est le même processus qui va se mettre en place et qui commence par une phase très importante et très négligée, qui est la phase d'identification. Quand je vous parle de phase d'identification et que si vous avez des applications mobiles, des sites web à développer dans vos projets, souvent, le réflexe fonctionnel du concepteur de l'application ou du site web, ça va être de rendre cette phase d'identification la plus courte possible, la moins douloureuse possible pour qu'on puisse accéder à l'application en tant que telle, au cœur de l'application. Or, c'est rigolo parce que ce que les jeux vidéo nous montrent, c'est qu'ils font à peu près le contraire. Ils vont consacrer à cette phase d'identification une importance beaucoup plus grande et prendre le temps de permettre aux joueurs de s'identifier correctement jusqu'à parfois s'avatariser, donc se transformer en avatar pour pouvoir s'incarner dans le jeu, parce que les jeux vidéo ont très bien compris que cette phase d'identification, c'est le premier moment d'engagement, avant même de jouer. Quand vous jouez au squash ou au badminton avec des amis, des collègues, et que vous allez le mercredi soir dans votre salle de squash, et que vous passez par le vestiaire, et que ce jour-là, vous avez votre nouvelle tenue que vous avez achetée il y a quelques jours, vous avez une nouvelle raquette, vous avez des nouvelles choses, ce moment où vous allez revêtir votre costume de joueur de squash, c'est un premier moment d'engagement. C'est super important de le comprendre et de l'utiliser. Je vous prends un bête exemple. On a retravaillé des enquêtes pour l'Empiris récemment, où on nous a demandé d'augmenter le taux de conversion en gamifiant les formulaires de satisfaction et d'études auprès des clients. Mais en termes de gamification, on a d'abord commencé par comprendre qu'au début de cette enquête, il était oublié, en fait, on oubliait de redemander aux utilisateurs et aux clients comment ils se considéraient et à quel point ils étaient green. En fait. Et donc, en changeant ça et en introduisant 2 à 3 questions clés sur le profil des utilisateurs, on a augmenté sensiblement le taux de conversion, plus de 30%, parce que les personnes, en pouvant exprimer pourquoi ils étaient chez l'Empiris et pourquoi ils étaient des green users,
il était évident qu'ils allaient aller beaucoup plus vers la fin du formulaire. La deuxième phase en gamification, qui est tout aussi importante, c'est la phase d'onboarding. L'onboarding, il ne faut pas confondre l'onboarding et l'apprentissage. Bien sûr, quand vous commencez une activité, donc vous êtes en phase d'onboarding, c'est déjà de l'apprentissage. Imaginons que vous prenez pour la première fois de votre vie des cours de tennis. Vous arrivez sur le terrain de tennis, vous êtes accueilli par le professeur de tennis, vous l'entendez parler des mots, vous donnez des mots de vocabulaire de tennis que vous n'aviez jamais entendu. Vous tenez une raquette peut-être pour la première fois de votre vie, vous tapez une balle qui va dans le filet, vous sentez l'odeur de la terre battue, tout ça, c'est votre expérience d'onboarding. C'est de l'apprentissage, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est vos sensations par rapport à une première expérience. Et c'est à nouveau en ça que les jeux vidéo sont très puissants et très forts, puisqu'ils sont les champions du monde pour couronner votre expérience d'onboarding de succès et faire tout pour que cette expérience soit positive et engageante. C'est un peu le contraire d'une expérience d'onboarding ratée dans une entreprise où vous débarquez le premier jour de travail. En fait, personne ne s'occupe vraiment de vous. Vous n'avez pas de consignes ou d'objectifs à atteindre dans votre première semaine ou vos 2 premières semaines. On n'a pas personnalisé votre accueil, etc. Un jeu vidéo ne va jamais faire ça. Pourquoi? Parce que si vous ratez votre expérience d'onboarding, vous allez quitter le jeu, parce que jouer à un jeu, c'est en général une démarche très, très volontaire. Et donc, si vous faites ça et que vous quittez l'expérience d'onboarding, a priori, vous n'allez jamais revenir dans le jeu. Ensuite, les 2 phases qui suivent vont souvent ensemble. C'est les phases d'échafaudage, les Américains appellent ça le scaffolding, et de maîtrise. Pourquoi est-ce qu'elles vont ensemble? Parce que quand vous progressez dans une activité, dans un jeu, quand vous allez atteindre une phase de maîtrise, vous allez vouloir en profiter, vous allez vouloir jouir de cette phase de maîtrise. Imaginons que vous êtes dans un jeu de football, et vous apprenez une technique qui vous permet de marquer un but de manière plus fréquente qu'auparavant. Il est probable que dans les prochaines parties de ce jeu, vous allez répéter cette technique, c'est-à-dire que vous n'allez plus rien apprendre du tout. Vous allez vous contenter d'un élément que vous maîtrisez parce que c'est jouissif de bénéficier de quelque chose dont on a appris. Vous prenez des cours d'espagnol, vous vous retrouvez pour la première fois en vacances en Espagne, vous baragouinez quelques mots, en fait, votre niveau d'espagnol n'a pas vraiment, vous n'êtes pas encore fluent, mais vous êtes super content de pouvoir répéter les quelques mots que vous avez appris pour pouvoir vous diriger, demander une direction à un passant, etc. Donc ça, c'est le Player's Journey. C'est assez important de comprendre que les 2 premières phases sont souvent différemment employées dans les Customer Journey, et à mon avis, c'est un tort. Cet angle de vue-là est très intéressant parce que quand vous maîtrisez bien la phase d'identification et d'onboarding, vous allez créer de l'engagement chez vos utilisateurs. Voilà, nous, c'est ce qu'on fait avec notre client Toyota. Donc, pour donner un exemple vécu, la phase d'onboarding, pour nous, elle commence avant que le propriétaire d'une voiture hybride prenne possession de sa voiture. C'est-à-dire au moment de la commande de la voiture, pendant les semaines qui vont précéder la livraison de la voiture, il y a déjà des jeux d'encouragement qui sont proposés sur l'application, sur Mighty, l'application mobile. Ensuite, quand on va recevoir la voiture et faire les premiers parcours, on a un jeu green qui va se mettre en place. On va inviter tous les utilisateurs à suivre des tronçons. Donc, quand vous vous retrouvez dans un tronçon qui a été identifié par Toyota, vous allez pouvoir rentrer dans ce jeu et on va pouvoir vérifier si vous avez la meilleure conduite éco-responsable. Donc, utilisation de vos freins, de vos accélérations, arrêt progressif, etc. pour pouvoir consommer le moins possible d'essence et fonctionner en full électrique. Et pourquoi est-ce qu'on est sur cette problématique avec Toyota? Parce que chez Toyota, comme chez les autres constructeurs hybrides, il y a une frustration qui est assez légitime, c'est que quand vous achetez une première voiture hybride, en fait, votre impression, c'est que vous avez acheté une voiture électrique. Donc, quand vous la recevez et que vous roulez votre premier mois avec votre voiture hybride, et que vous vous apercevez que vous allez quand même consommer du 4, 5, 6, 7 litres au 100, et que vous allez quand même devoir dépenser de l'argent à la station essence, et qu'en fait, ce n'est pas une voiture full électrique, malgré votre fantasme de le considérer au départ, vous avez une frustration. Et donc, il y a ce moment un petit peu frustrant que Toyota veut gérer pour essayer de le transformer, pour dire, bon voilà, il y a des bons et des mauvais conducteurs hybrides, et donc votre marge de progression et votre potentiel, il est, si vous êtes sur une Toyota Prius par exemple, un mauvais conducteur va consommer du 6 ou 7 litres au 100 et un bon conducteur va consommer du 2 ou 3 litres au 100. La différence est énorme. Alors, pour découpler et anticiper cette frustration, dès le début et dès la commande, on va vous mettre dans ce parcours en fait. On va essayer de vous faire choisir si vous voulez devenir un bon ou un mauvais conducteur hybride. Et en faisant ça, on inverse le discours et on le rend très stimulant et très motivant et on dégoupille ce moment
de frustration annoncée. Alors, je vais vous demander de me nommer ce jeu qui est très populaire. Je crois que la question est très facile, même si vous n'êtes pas gamer. Est-ce que vous pouvez me dire quel est ce jeu dans le chat? Benoît, si tu as les réponses. Il y en a un qui a mis GTA, Fortnite. C'est effectivement Fortnite, hein, c'est pas GTA. Et pour un bon chasseur ou un mauvais chasseur, voilà. Okay. Merci, Frédéric Bastien. Ouais. Fortnite, tous les gens connaissent. Voilà. Oui, c'est bien. Donc Fortnite, c'est le plus gros succès, le succès le plus rapide d'un démarrage de jeux vidéo. Ils font presque 4 milliards de chiffre d'affaires et pourtant c'est un jeu gratuit. Tous les achats sont intégrés. C'est aussi un jeu très social en fait. C'est un jeu où on échange beaucoup avec la communauté, avec les autres joueurs. Et c'est un exemple que je prends souvent, mais qui est c'est un jeu très addictif, mais qui est moins addictif qu'un jeu qui s'appelle Warcraft. Est-ce que vous connaissez World of Warcraft? World of Warcraft, c'est le jeu au monde qui génère le plus de no-life players. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un no-life player, mais je crois que le nom est assez explicite. Ce sont des personnes qui, malheureusement, sont tellement accros aux jeux vidéo qu'ils en oublient toute vie sociale, qui perdent pied avec la réalité et qui tombent dans le jeu au point de ne faire que ça. Moi, j'ai interviewé un repenti, un Américain, un informaticien américain qui tourne dans les écoles primaires pour sensibiliser les enfants à ça. Et ce monsieur jouait 20 heures par jour. Il dormait 4 heures, il jouait 20 heures par jour et il était chef d'une guilde dans Warcraft. Alors, pourquoi est-ce que ce jeu-là et en fait cette catégorie de jeux sont les jeux les plus addictifs et qui génèrent le plus de no-life? Parce que ce sont les jeux les plus sociaux. Dans Warcraft, dans ces jeux, vous avez des guildes et au sein de la guilde, les rôles sont superbement bien attribués au point où vous savez toujours ce que la guilde attend de vous et quel est votre rôle et votre utilité au sein de la guilde. Et ça, en gamification, c'est un levier hyper puissant. Donc, ce lien communautaire, ce lien qui vous dit en quoi vous êtes utile aux autres, c'est ce qui est le plus fort. À la rigueur, c'est presque rassurant puisque vous avez moins d'addiction au jeu dans des jeux solitaires où vous avez un adolescent qui joue tout seul dans sa chambre sans communiquer à personne à un jeu, par exemple, de shooting. Il y a aussi des addictions de ce type-là, mais elles sont moins fortes et moins pérennes que les addictions sociales. D'ailleurs, il suffit de voir le phénomène d'addiction aux réseaux sociaux, où vous avez une partie gamification perverse dans les réseaux sociaux. Quand vous jouez, entre guillemets, à Facebook, vous publiez quelque chose, vous avez 75 likes, 75 likes, et que le jour suivant, quand vous publiez quelque chose, vous n'en avez plus que 60. Si vous êtes dans ce phénomène d'addiction à votre score social, vous allez être déçu et vous allez vouloir augmenter votre score, récupérer votre score. C'est quelque chose qui se gamifie et qui peut entraîner certains acteurs, je pense notamment à Snapchat, à faire des choses hyper limites en termes de déontologie. Je pourrais vous montrer juste après si j'ai le temps. Je regarde mon timing. Ok, je vais accélérer un petit peu. Alors, ce qui est important de comprendre quand on parle de gamification, c'est qu'on est au-dessus de ce qu'on appelle le design fonctionnel. Quand vous concevez un plan d'animation et de motivation, quand vous concevez une interface, un site web, une application mobile, vous démarrez, et c'est bien naturel et c'est bien logique, par une démarche fonctionnelle. C'est-à-dire vous définissez toutes les fonctionnalités de votre application, vous dites ce qu'elle doit faire, et puis vous la développez. Sauf qu'il peut être intéressant de stopper la réflexion et de faire un break où vous essayez de faire ce qu'on appelle du human focus design, c'est-à-dire de faire des choses qui peuvent de prime abord sembler inutiles, mais qui peuvent tout changer en termes d'expérience utilisateur. C'est ce qu'a fait Waze. Quand Waze est arrivé sur le marché, ils ont vraiment eu une démarche disruptive en gamifiant le logiciel et en proposant plusieurs outils liés à la gamification, notamment en termes d'interface. L'interface elle-même était déjà beaucoup plus ludique. Je pense notamment au radar de police qui était mentionné avec, on aurait vraiment dit un méchant dans Super Mario, en fait, l'indicateur de radar de police. Mais aussi et surtout, ils ont introduit un parcours de progression où quand vous rentriez sur Waze, vous étiez accueilli avec un vrai soutien en vous disant c'est une application communautaire, vous allez pouvoir participer et aider la communauté en donnant des informations sur votre parcours, votre trajet, et vous allez pouvoir franchir des niveaux, et de Baby Wazer, vous allez pouvoir devenir un King Wazer ou un Ninja Wazer au niveau 5 ou au niveau 6. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les gens utilisent très peu les niveaux. À long terme, lorsqu'ils deviennent utilisateurs réguliers de Waze, il y a moins de 10% des gens qui utilisent de manière régulière cette logique de niveau et qui sont sensibilisés par les niveaux. Par contre, en phase d'onboarding, lorsqu'on s'inscrit sur Waze,
on est presque tous convaincus qu'on va le faire en fait et qu'on va utiliser ces niveaux et qu'on va être très partageur et utiliser le jeu de communauté. En tout cas, c'était le cas dans les années 2012-2016, au début de Waze. C'était hyper flagrant que cet élément de niveau était vraiment contributeur net du succès de Waze dans la phase d'onboarding. Donc, j'en reviens à ces deux premières phases d'identification et d'onboarding où en fait, vous n'êtes pas encore un utilisateur régulier de l'application. C'est ce qu'on appelle la phase naïve. Alors, naïve, le mot est un peu péjoratif, mais étymologiquement, c'est la phase native. Donc, vous êtes en train de naître comme utilisateur dans cette application, ce qui veut dire que vous êtes aveugle et que vous n'avez pas d'éléments de référence. Vous ne savez pas exactement c'est quoi être un bon utilisateur ou un mauvais utilisateur de cette application. Et donc, ça veut dire aussi que vous êtes très sensible à ce que l'environnement ou le maître du jeu, le concepteur de l'application, va vous renvoyer comme information positive et vous allez naïvement facilement croire toute célébration de succès. Je reprends mon exemple du cours de tennis. Vous prenez 5 heures de cours de tennis. Si votre prof est à la fois pédagogue et un peu manipulateur et qu'il vous dit au bout de 5 heures de tennis, ton revers, je sens que tu vas avoir un super revers, c'est très prometteur, alors qu'en fait, pas encore vraiment, eh bien, il va contribuer à renforcer votre engagement. Les jeux vidéo font ça tout le temps. Quand vous jouez à un jeu freemium, quand vous téléchargez un jeu très populaire comme Candy Crush, Angry Birds, vous savez, tous ces jeux où vous commencez en mode gratuit et puis à un moment, pour progresser dans le jeu, on va vous proposer de payer un abonnement. Eh bien, ces jeux, comme par hasard, au début, dans les premières parties, vont tout faire pour vous faire croire que vous êtes bon dans le jeu. Vous avez un vrai potentiel dans le jeu, parce que si vous êtes bon dans le jeu, ben, vous allez forcément rester plus longtemps. C'est ce qu'on appelle aussi le Dunning-Kruger, donc c'est un biais cognitif qui est très connu et qui est très analysé par les psychologues. Le Dunning-Kruger, c'est un biais cognitif qui tend à montrer que sur une échelle de population large, une écrasante majorité, c'est plus de 85% des gens, se surestiment en début d'activité. Vous avez envie de penser que vous êtes plus fort que ce que vous n'êtes réellement par rapport à une moyenne quand vous n'avez pas de référent. Plus vous manquez de référents, de comparaison, plus subjectivement, vous avez tendance à vous croire supérieur à ce que vous n'êtes réellement en termes de niveau. Et c'est marrant, ce Dunning-Kruger, il fonctionne des deux côtés. Quand vous êtes hyper expert dans une matière, vous avez tendance à vous sous-estimer. Parce que vous avez tellement de référents, tellement d'éléments de comparaison que vous voyez le moindre de vos défauts ou le moindre des éléments que vous ne maîtrisez pas encore à fond, en fait. Donc, c'est très important en termes de gestion de la gamification de pouvoir comprendre cette utilisation du Dunning-Kruger. Alors, je n'aurai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais la gamification, elle est en train de pénétrer partout. Donc, vous l'avez dans les activités du quotidien. Vous avez aujourd'hui des applications gamifiées pour arrêter de fumer ou pour éduquer son chat ou son chien. La gamification est omniprésente dans les formations et dans l'animation, gestion d'objectifs, suivi de formation, des quiz. Je crois que vous avez un WooClap à la fin de la présentation, si j'ai bien lu Donc, vous allez avoir des quiz et des jeux pour valider que vous avez retenu du contenu, etc. Dans les interfaces en elles-mêmes, dans les produits en elles-mêmes, vous allez avoir des trains gamifiés et des bus gamifiés dans les décennies qui vont venir. Je prends l'exemple d'un projet que j'aime beaucoup. Je collabore un petit peu avec Ubisoft, la célèbre boîte de jeux vidéo. Et Ubisoft développe les interfaces dans la Renault Symbiose. La Renault Symbiose, c'est le prototype de voiture autonome, full autonome de Renault. Quand Renault a été au stade de développer les interfaces embarquées dans la voiture, ce n'est pas Microsoft ou Altran ou Capgemini qui sont allés voir. Ils sont allés voir une boîte de conception de jeux, donc Ubisoft, pour les aider à réfléchir à l'interface de cette voiture autonome. Et là, ils sont en train de réfléchir à des blind tests, c'est-à-dire quand vous passez en mode autonome, vous êtes sur l'autoroute, vous avez 400 km d'autonomie à faire, les sièges se retournent et la voiture se transforme en salon pour les passagers. Qu'est-ce qu'on fait pour tuer le temps? Les vitres peuvent devenir translucides et on peut lancer un grand blind test. C'est des choses qui vont arriver. Alors, est-ce que ça arrivera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Mais ça va arriver. Donc, tout tourne autour de l'expérience, en fait. Donc, une expérience qui va être gamifiée. Et quand vous aurez des jeux embarqués dans les voitures de ce type-là, je peux vous dire que vos trajets vont vous sembler plus courts. Mais de manière un peu plus éco-responsable, je peux vous dire que si la limite sur les autoroutes, comme on en parle en France, descend à 110 au lieu de 130, ça passera beaucoup plus facilement si vous êtes occupé à faire autre chose dans la voiture et que votre expérience dans la voiture est augmentée et plus ludique. Le temps passera plus vite. Alors, parce que ça, je n'ai pas le temps, je vais avancer directement
vers une petite question que je vais vous poser, assez simple. Alors, je ne sais pas si vous faites du sport régulièrement, si vous êtes sportif aguerri ou pas, ça ne me regarde pas. Imaginez que vous ne soyez pas hyper sportif, mais que vous alliez courir avec des amis tous les dimanches dans les bois et que vous couriez, par exemple, 4-5 km tous les dimanches depuis quelques semaines. Et puis, au bout de quelques dimanches, ce jour-là, un membre du groupe, il fait super beau, le temps est serein. Il y a un membre du groupe qui dit, les gars, et si on faisait dans 6 mois le marathon de Paris? Et si on se fixait comme objectif de courir le marathon de Paris? Tout le monde est super chaud ce matin-là, et donc tout le monde dit yes dans le groupe. Faisons le marathon de Paris. À votre avis, qu'est-ce qui va vous motiver pendant les 6 mois qui viennent à vous entraîner 3-4 fois par semaine et à être vraiment sur un parcours où vous allez devoir vous suer des gouttes pour être entraîné? Est-ce que vous allez être motivé parce que vous vous dites je dois avoir plus de… Je vais devoir voir mes amis un peu plus souvent, donc on va se voir ensemble 3 fois par semaine et chaque dimanche, on s'amusait beaucoup. Donc, pourquoi pas? Ou est-ce que vous vous dites, bon, je vais m'entraîner, mais ça tombe bien parce que je ne n'osais pas leur dire, mais je trouvais que le niveau était un peu bas et en fait, moi, si je cours un marathon, tant qu'à faire, je veux le courir en moins de 4 heures. Ou alors, est-ce que vous vous dites, bon, c'est super, je ne connais pas bien Paris et je connais encore moins l'univers des marathoniens, donc je vais rencontrer ces extraterrestres qui courent des marathons et je vais vivre une expérience unique, nouvelle, complètement nouvelle pour moi. Ou enfin, est-ce que vous vous dites, OK, j'ai dit oui, mais maintenant, je ne veux pas être ridicule, je ne veux pas finir dernier du groupe. Voilà, si vous pouvez répondre dans le chat ce que spontanément vous auriez envie d'avouer, est-ce que vous seriez plutôt 1, 2, 3 ou 4? Benoît, si tu peux me donner la tendance ou les tendances. Alors, ça va être un peu compliqué comme ça parce que ça fuse. Il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout. J'ai quand même pas mal de 2. Ouais, j'ai du 4. Ouais, c'est assez… Bon, c'est fait. Voilà. Ce n'est qu'une question, mais c'est une question type que vous pouvez retrouver dans un test qui fait un petit peu référence en gamification, qui est le test de Bartle. Richard Bartle, c'est un type qui a étudié la gamification bien avant tout le monde et qui a fait les premiers ponts psychologiques entre notre comportement dans la vie réelle versus celui qu'on adopte dans les jeux vidéo. Comme je vous le disais en introduction, on se trahit très rapidement dans les jeux vidéo parce qu'on est très rapidement pris par le jeu et donc psychologiquement, on se dévoile. Si vous êtes obsédé par la compétition, je vais jouer avec vous pendant 1 heure ou 2, je vais vite le découvrir en fait. Si vous êtes anti-compétition, c'est un peu pareil. Très rapidement, vous allez avoir des signes qui vont montrer que vous êtes anti-compétition. Et donc, ce test de Bartle, réalisé sur 32 000 personnes, il a permis d'identifier 4 grandes familles de joueurs. Mais je n'ai pas du tout envie de rentrer dans des cases et de dire que les gens sont comme ça ou comme ça, parce que ça fait peut-être 10 ans que je mange de la gamification au quotidien et qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette matrice, qui est vraiment la base de notre travail, c'est ce que vous avez à l'écran, ce sont les différentes façons de scorer. Je vous disais tout à l'heure, ce que je cherche, mon obsession, c'est de trouver le score qui vous correspond. Et bien, c'est vraiment un outil qui est très pratique pour pouvoir creuser ça. En gros, les humains fonctionnent sur 2 axes. Ils aiment maîtriser ou ils aiment s'adapter. Ils aiment maîtriser quoi? Les autres joueurs, les collègues, et même au sein d'une cellule familiale, les autres membres de la famille. Où ils aiment maîtriser l'environnement, c'est-à-dire le jeu en lui-même, le travail en lui-même. Où ils aiment s'adapter aux autres, s'adapter à l'environnement. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous êtes dans la première famille, les fighters, et que vous aimez maîtriser les autres, ce qu'il faut entendre par là, c'est que vous aimez surpasser les autres. Vous aimez sentir que vous êtes meilleur que les autres. Donc, vous êtes dans une logique de compétition, soit une logique classique où vous appréciez en fait une compétition dans laquelle vous sortez gagnant et où tout le monde a respecté les règles, donc un compétiteur sportif, mais vous êtes en recherche permanente de cette notion de classement. Et si votre environnement ne vous propose pas un classement bien clair, dans votre tête, vous allez en créer un en fait. Vous allez chercher vous-même comme un grand si vous êtes vraiment un pur compétiteur. Ou alors vous êtes carrément un assassin, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la victoire à tout prix. Et donc, peu importe que vous ayez gagné à la loyale ou pas à la loyale, vous voulez afficher au monde que vous êtes meilleur que les autres. Donc, ce qu'il y a comme noblesse dans le côté compétiteur, c'est que parfois vous le faites simplement pour vous, même si c'est plutôt rare. Mais quand vous êtes un killer, c'est pas pour vous que vous le faites, c'est vraiment pour l'ego et pour montrer à l'extérieur que vous êtes plus fort. La deuxième famille, c'est beaucoup plus qu'une famille parce qu'on est tous à peu près achievers. C'est le sentiment de progression est un levier hyper puissant. Donc, quand vous sentez que vous faites des progrès dans une activité et qu'on peut baliser ces progrès, notamment en les rangeant sous forme de niveau,
ça augmente votre motivation et l'achievement, l'accomplissement, c'est quelque chose qui peut vraiment motiver à long terme. Donc, soit vous êtes un achiever qui, à chaque fois qu'il fait quelque chose, à chaque fois que vous découvrez une nouvelle activité, eh bien, vous rentrez dans une logique de collection. Exemple lié à la mobilité, ça, c'est la fameuse interface de Uber du côté des conducteurs. Donc, quand vous êtes taxi Uber, vous aviez au départ une note que les utilisateurs peuvent vous donner de 0 à 5. Et puis, ils ont complexifié le processus pour créer en fait des critères très clairs, donc politesse, ponctualité, propreté du véhicule, etc. Et donc ça, celle que je vous montre à l'écran est encore une ancienne, puisqu'ils l'ont d'abord mis sous forme de badge. Donc plus vous étiez sympa et plus les gens disent que vous avez une grande conversation, plus vous aviez des badges qui augmentaient sur la grande conversation. Désormais, en fait, ils ont 7 critères qui sont la description plus fine de cette évaluation que vous avez sur 5. Alors, il y a plein de débats sur le côté lobotomisation ou infantilisation ou flicage du pilote. Et je suis parfaitement d'accord avec ces remarques, mais en même temps, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que un pilote et Uber partagent un petit peu l'information là-dessus, pas énormément, mais moi je discute beaucoup. À chaque fois que je prends un Uber, je discute avec le conducteur pour comprendre comment il utilise l'application. Ils se plaignent de l'application, mais ils l'utilisent tous. Et quand ils s'aperçoivent qu'en fait ils sont en train de dévisser parce qu'ils ont 4,3 sur 5 et qu'ils savent que c'est parce que sur le critère ponctualité, ils ont perdu des points, ils vont faire attention à augmenter le critère ponctualité. Donc on est sur une gamification d'accomplissement qui est très balisé, qui n'est pas forcément l'exemple le plus noble, mais qui fonctionne dans le cas de Uber. Et alors, soit, donc je parlais de collectionniste, soit vous êtes vraiment un expert et dans l'activité que vous avez repérée, vous avez une passion pour une activité, et même si vous n'êtes pas tellement achiever en général dans la vie, quand vous découvrez une passion, comme par hasard, vous allez à ce moment-là devenir un achiever. Exactement comme si vous décidez de prendre des cours de cuisine thaï et vous adorez ça, en fait, au bout de quelques cours de cuisine thaï, c'est super, c'est vraiment votre passion et tous les week-ends, vous ne voulez pas laisser passer le week-end sans apprendre de nouveaux plats. Eh bien, si vous êtes dans une logique d'achievement, vous allez chercher vous-même c'est quoi la ceinture noire de cuisine thaï. C'est quoi les plats les plus complexes qui feront de moi le meilleur chef de cuisine thaï. Il y a un parcours ludique gamifié qui peut se mettre en place en vous-même, en fait. La recherche d'un chemin de progression. La troisième famille, la troisième façon de scorer, qui est la plus, pour moi, la plus noble, la plus intéressante, mais aussi la plus délicate parce que c'est la plus rare, c'est l'exploration. En fait, vous avez des moments ou des personnes qui valorisent, en fait, votre score, c'est le score de découverte. C'est vivre une nouvelle expérience. Alors, on est beaucoup plus explorateur et navigateur quand on est enfant, quand on est adulte. On joue à des jeux de découverte qui n'ont pas beaucoup de règles et on s'invente des règles soi-même à la rigueur, etc. Les adultes sont plus en recherche de balises et la plupart des jeux auxquels jouent les adultes sont très, très, très scénarisés avec des règles bien claires et ce sont ces règles qui nous amusent parce qu'en fait, ça apporte aussi une visibilité, un confort, une transparence qu'on n'a malheureusement pas dans la vie réelle. Donc, il y a un côté dans les jeux, si vous jouez au Trivial Pursuit, vous avez 6 camemberts à aller chercher, vous devez être le premier à répondre à ces 6 camemberts et chaque couleur de camembert révèle une compétence différente, un élément de culture différent. C'est super balisé, c'est super clair et si ces règles n'étaient pas très claires, le jeu serait moins amusant. C'est pour ça que les adultes jouent beaucoup moins au Lego. Ils arrêtent de jouer au Lego parce que les Lego, c'est un jeu sans règles. On vous met des blocs de Lego et si vous voulez faire une cathédrale, une voiture ou un tracteur, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est typiquement une attitude de navigateur. Et la deuxième sous-catégorie dans les explorateurs, c'est le détective. On aurait pu l'appeler le hacker aussi, puisque en fait, c'est le plaisir de résoudre une énigme ou de challenger un process. Dans le test de Bartle sur les 32 000 personnes, où on demande également la profession des sondés, vous avez plus d'explorateurs chez les informaticiens. Parce qu'en général, un informaticien aime challenger un processus. Et dire, mais, on a toujours fait comme ça, mais moi, je vous propose de faire autrement, où on peut réinventer ce processus. Et le dernier profil, je l'ai gardé pour la fin parce qu'il est très, très présent dans les comportements, c'est le socializer. Le socializer, c'est quelqu'un qui va privilégier les interactions entre les humains par rapport au score de performance brut. Si, dans une entreprise, vous devez délivrer un projet pour la fin du mois suivant et que l'ambiance est en train un petit peu de tourner au vinaigre parce que tout le monde stresse et le socializer va d'abord se concentrer sur le fait qu'il ne faut pas que ça se passe mal entre nous. Et tant pis si on le livre plus tard.
Donc, il va privilégier les interactions sociales. Et là, c'est le deuxième malentendu, et je vais peut-être devoir finir là-dessus, mais c'est le deuxième grand malentendu en gamification. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la différence entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Ici, vous allez très souvent tomber sur des comportements de motivation pour les socializers, c'est-à-dire de scorer une interaction sociale. Et la plupart des socializers, et on fait des focus group, enfin, quand on les interroge et quand on creuse un peu, se présentent comme coach. C'est quoi un coach? C'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres et qui va pouvoir scorer son utilité. Dans les mécaniques d'application de mobilité, c'est vraiment super important. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un nouveau collègue qui vous rejoint au bureau et personne ne vous demande rien, mais vous avez envie d'aider ce nouveau collègue et pendant les 3 semaines qui suivent, vous allez prendre un peu de votre temps pour lui apprendre les métiers, les produits, l'équipe, qui fait quoi, etc. Et au bout de 3 semaines, tout le monde dans l'équipe s'accorde à dire que ce nouveau collègue, il a tout compris. Il a tout compris un peu plus rapidement que d'habitude les nouveaux qui rentrent. Vous savez que c'est un peu grâce à vous. Ben, il n'y a pas besoin d'un score en points. Vous avez le retour de la communauté, c'est votre score de coach. Vous êtes utile et on vous l'a scoré en vous le signifiant. Et le malentendu vient du fait que les socializers s'intéressent aux autres, mais la majorité des socializers s'intéressent au regard des autres sur eux. Et là, on est sur le phénomène de rockstar, qui est très utilisé en gamification parce que c'est quelque chose qu'on peut titiller assez facilement. La rockstar, c'est quelqu'un qui va scorer le regard des autres. C'est ce fameux nombre de likes que vous allez avoir sur Facebook ou sur Snapchat, où on va se dire je suis de plus en plus populaire, de moins en moins populaire en fonction du nombre de likes. C'est même quelque chose qui est étudié par les réseaux sociaux. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans pour le groupe IAC, qui est le groupe qui détient Mythic, Tinder, Match, donc tous les grands sites de rencontres entre célibataires. Eh bien, c'est la première fois que j'ai entendu parler du Rockstar Effect. Le Rockstar Effect, c'est quand vous percevez un changement de comportement dans une interface, dans une application, dans un réseau social, parce que les gens se sentent populaires, en fait, ou se sentent écoutés. Donc, sur Twitter, le Rockstar Effect se produit quand vous avez à peu près 300 followers, donc 300 personnes qui vous suivent, et que vous, en retour, vous ne suivez que 200 personnes. Eh bien, et on a une courbe, et on voit que les gens commencent à publier beaucoup plus de contenu, de photos, etc., et de manière beaucoup plus fréquente. Voilà. C'est une façon que les réseaux sociaux ont de calculer une motivation et un engagement, et ils vont vous gamifier aussi ça, en sachant où placer le bon curseur pour créer des niveaux. Je prends un exemple très glauque, qui me fait presque peur, c'est l'exemple de Snapchat. Je ne sais pas si vous êtes sur Snapchat ou si vous connaissez beaucoup de gens qui sont sur Snapchat ou des ados, et si vous avez déjà entendu parler du phénomène des flammes sur Snapchat. Qu'est-ce que c'est les flammes sur Snapchat? C'est la reproduction du jeu des adolescents qui disent « toi, tu es mon meilleur ami, toi, tu es ma meilleure amie, etc. » Snapchat fonctionne. Quand vous interagissez de manière régulière avec un de vos amis, à un moment, Snapchat décide de faire apparaître une flamme. Et cette flamme, elle est visible par tout le monde, par tous vos contacts. Et cette flamme, elle symbolise pour Snapchat le fait que vous soyez potentiellement de vrais amis. C'est-à-dire que Snapchat vous dit « Ah, comme vous interagissez souvent, je pense que vous êtes de vrais potes et je vais l'afficher via cette flamme. Comme ça, tout le monde pourra le savoir. » Sauf que j'en suis pas encore totalement sûr. Et donc, cette flamme, elle a une durée de vie de 24 heures. Si dans les 24 heures qui suivent, vous n'échangez pas une photo ou une vidéo, alors je ferai disparaître la flamme. En faisant ça, c'est vraiment un piège à ados parce que c'est quelque chose qui oblige quelque part les ados à entretenir leur flamme en publiant ce contenu et en échangeant ce contenu. Et moi, j'ai deux anecdotes identiques dans 2 familles, 2 groupes qui ne se connaissent pas, complètement différents, de 2 adolescents qui, partant en vacances et ayant peur de ne pas avoir de connexion, laissent leur téléphone à une copine en disant « Entretiens mes flammes ». Truc de fou, hein. Voilà, mais donc ça, c'est pour vous expliquer jusqu'où on peut aller dans la gamification de cette pression sociale, de ce qu'on appelle le social proof, qui est le score de rockstarisation où on veut tous se sentir important, plus ou moins important, etc. Waze en joue et en surjoue, hein. On est vraiment là-dessus avec l'approche de Waze, l'approche communautaire. Je peux vous prendre un exemple que vous pouvez trouver aussi sur vos réseaux sociaux, c'est le plugging. Si vous connaissez le phénomène du plugging, c'est quand on part courir, faire un run et qu'on ramasse les déchets, les détritus sur son chemin. C'est ça le plugging. Et donc, comment est-ce qu'on piège une rockstar sur un plugging? C'est que vous voyez, il y a des gens qui ont été courir 10 km, qui ont ramassé quelques ordures, et qui, avant d'aller
vont publier en fait leur coffre de voiture avec toutes les ordures qu'elles ont ramassées sur leur parcours. Peut-être que c'est pour sensibiliser les autres dans une démarche très citoyenne, etc. Peut-être aussi que c'est simplement pour dire aux autres, regardez comme je suis un citoyen responsable, je veux vous le montrer. Dans ce monde un peu bizarre quand même, où on score son utilité, sa participation à un groupe, etc. etc. Voilà. Alors après, si on a l'occasion de se revoir ou de se reparler lors d'une session plus longue, j'aurais pu vous montrer, il y a 8 leviers qu'on peut travailler très concrètement en gamification. Je vais simplement les citer pour éveiller votre intérêt. Et le premier qui est très important, c'est le sens épique. C'est-à-dire que quand vous pouvez raconter une histoire qui donne du sens dans une activité, vous créez en fait de l'engagement. Je prends toujours l'exemple, quand j'avais 6 ans, j'ai reçu la visite d'un représentant de Coca-Cola. C'était le soir, mes parents sont venus me réveiller, je dormais, je suis descendu dans le salon, ils m'ont dit, tiens, il y a monsieur de Coca-Cola qui veut te parler. En fait, c'est une enquête pour savoir s'ils allaient lancer ou pas le Cherry Coke en Belgique. Et le monsieur de Coca-Cola, plutôt que de dire, ça va prendre 30 secondes, je vais être le plus rapide possible, je pose mes questions et je m'en vais, il a fait le contraire en fait. Il a raconté une histoire qui m'expliquait que j'étais important et que mes réponses à ces questions allaient être très importantes parce que j'avais le pouvoir de décider s'il lançait le Cherry Coke ou pas en Belgique. Ça, c'est donner du sens épique qui vous donne l'impression que vous faites partie d'une élite ou qui vous donne l'impression que vous êtes un sauveur de l'humanité. Quand vous travaillez chez Tesla, je peux vous dire qu'on vous lobotomise du soir au matin en vous disant que vous ne travaillez pas n'importe où, vous travaillez dans une boîte qui veut sauver le monde ou qui travaille sur justement dépolluer le monde, etc. Voire pire, vous travaillez chez Tesla parce que vous êtes engagé dans une société qui va envoyer des gens sur Mars. Je peux vous dire qu'on vous raconte ça chez Tesla, puisque c'est lié aux activités d'Elon Musk. Plus près de nous, en fait, les local guides de Google, qui ont été complètement repensés il y a 1 an, sont complètement gamifiés. Je termine là-dessus. Quand vous êtes contributeur sur Google et que vous donnez des commentaires sur les restaurants, les bars, les cafés que vous avez visités, les musées, etc., très vite, vous allez rentrer dans une logique de niveau et Google va vous inciter à donner plus de commentaires, à les fournir un peu plus, etc. Google va utiliser de manière merveilleuse cette phase naïve où au début, en fait, vous n'êtes pas vraiment très… Je ne vois pas comment vous aider là-dessus. Pardon, j'ai lancé mon OK Google. Cette phase naïve où vous n'êtes pas vraiment très populaire, il n'y a peut-être pas tellement une audience super importante, mais déjà à ce moment-là, Google vous fait penser que c'est le cas, ce qui est un peu… Et en phase experte, j'ai croisé des gens qui sont au niveau 6 ou niveau 7 de local guide, c'est-à-dire très très haut placés, et dans ce cas-là, leurs avis vont passer devant tous les autres, leur photo va apparaître, etc. En fait, ils reçoivent des mails de Google. Je peux vous dire, ces mails, c'est comme s'ils étaient employés Google, sauf qu'ils sont bénévoles et qu'ils contribuent gratuitement au succès des local guides. Mais Google leur parle comme s'ils étaient un employé de la boîte. Et là, vous ajoutez du sens épique, en fait. Vous donnez une dimension où ils se sentent hyper valorisés dans leur démarche d'être un guide local. Voilà, les autres leviers, je les cite simplement. L'accomplissement, je l'ai déjà mentionné, mais il y a tellement de choses à dire sur l'accomplissement. LinkedIn, par exemple, utilise l'accomplissement avec cette phase naïve où quand vous vous inscrivez sur LinkedIn, vous êtes probablement tous sur LinkedIn et vous avez peut-être oublié le moment où vous étiez inscrit sur LinkedIn, mais vous êtes accueilli avec une progression par niveau. Vous êtes d'abord weak, puis beginner, puis intermédiaire, donc vous êtes débutant. Mais très rapidement, quand votre profil est complet, vous devenez All-Star. Ça, c'est la nouvelle jauge de progression de LinkedIn. C'est complètement naïf. On est en phase d'onboarding. Ce que veut LinkedIn, c'est que vous atteignez sur mon écran, vous avez ce petit cadenas qui symbolise un passage d'une étape clé. Ce que veut LinkedIn, c'est que vous atteigniez ce cadenas parce que quand vous aurez atteint ce cadenas, vous aurez encodé tellement d'informations dans la plateforme que vous ne ferez plus demi-tour. Et donc, pour vous motiver, on a cette logique de niveau pour devenir All-Star. Et on a ce petit cadenas qui va décoincer une fonctionnalité. En fait, vous allez pouvoir faire des recherches par école. Ce n'est pas le truc qui va changer votre vie. Mais c'est une surprise parce que LinkedIn ne vous annonce même pas ce que vous allez décoincer. Mais ils savent très bien que ça augmente le taux de conversion. Plus on se rapproche de ce cadenas, plus on a envie de le décoincer. Voilà, ce sont des artifices de gamification qui augmentent le taux de conversion. Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé sur LinkedIn pourquoi LinkedIn arrête de compter le nombre de contacts à partir de 500 contacts. Ils vont afficher 500 plus. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent sur les nouveaux utilisateurs à qui on dit tu viens de rentrer sur la plateforme et à partir de 500, puisqu'on arrête de compter, c'est un niveau qui signifie qu'on a un réseau étoffé et qu'on est déjà quelque part un influenceur. Donc, c'est un objectif à atteindre
Et sous-entendu aussi, avoir moins de 500 contacts sur LinkedIn, c'est un peu ringard. Ce qui est complètement ridicule. Hein. Quand j'en parle et quand je vous l'explique, c'est un peu dommage d'en arriver là, mais ça fonctionne très bien. Parce que dans cette phase d'onboarding, vous avez besoin d'éléments de référence pour savoir vers quoi progresser et c'est quoi être un bon utilisateur. Alors, troisième levier, c'est celui de la créativité, je le cite simplement. Le quatrième levier, c'est celui de la possession, c'est celui qu'on va retrouver dans les jeux de collectionnite, où vous allez vous amuser à collectionner des éléments différents, et c'est ça qui va être votre driver de motivation. Le cinquième levier, c'est l'influence sociale. Je l'ai touché des doigts, je l'ai approché, mais là aussi, je peux tenir une journée là-dessus, tellement c'est un levier puissant, complet, complexe, qui peut être noble dans certains cas, quand on parle de mentoring, quand on parle de quête de groupe, mais qui peut être aussi très pervers, comme dans l'exemple de Snapchat que je vous ai montré. Le sixième levier, c'est un peu un fourre-tout. Pour créer de l'excitation, vous pouvez jouer sur la rareté, sur la curiosité, sur l'impatience. Le septième levier, c'est l'imprédictabilité. C'est un peu différent, c'est-à-dire c'est un peu celui des jeux de hasard, où vous avez envie d'être plus fort que la chance, plus fort que le hasard. Et le dernier levier, c'est la peur de manquer, la peur de rater une opportunité. C'est celui des coupons d'achat. On vous donne un coupon d'achat de 30 € à la FNAC, mais vous devez le dépenser avant dimanche soir. Ben, si lundi matin, vous n'avez pas dépensé votre coupon d'achat, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc là-dessus, on peut gamifier des choses assez dingues. J'aime bien l'exemple des Wall Street Café, qui sont en fait des bars où vous avez, c'est l'offre et la demande, et donc vous avez le prix des boissons qui fluctue en temps réel en fonction des demandes des clients. Donc si vous avez une table de 20 personnes qui commandent une tournée de Stella, ben, le prix de la Stella va augmenter évidemment. Et donc, quand vous voyez que les prix sont bas, vous vous dites, bah, c'est le moment de commander de la Stella parce que sinon, quelqu'un d'autre va commander, le prix va monter. Et quand vous faites ça, en fait, les Wall Street Café, quand ils lancent une soirée comme ça, Wall Street, ils ont 30% de commandes en plus. Et le prix des boissons diminue sensiblement très peu, en fait, globalement. Voilà, c'est une gamification de cette fear of missing out, le fameux FOMO, donc la peur de manquer quelque chose, de manquer une opportunité. C'est aussi un petit levier de gamification très, très sympa et très particulier à mettre en place. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce que je crois que j'ai vachement débordé Manon. Oui, mais ça va, c'est pas un problème. C'était tellement intéressant que je pense que tout le monde, personne n'a assez déconnecté jusqu'à maintenant, en tout cas. Non, il y a vraiment eu toute une série de sujets qui ont été abordés, autant sur le plan théorique que sur l'identification de qui nous sommes en fait dans l'évolution du jeu. Merci pour tous ces concepts super passionnants, théoriques et à la fois tellement parlants. J'imagine que tout le monde est en train d'imaginer ce qu'il peut faire avec ces concepts au niveau de l'entreprise. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment super intéressant. Je vais peut-être juste rebondir. Il y en a qui me font vraiment rire. Donc oui, il faudra plugger l'espace avec Tesla qui laisse des trucs dans l'espace, je suis d'accord. Je suis content de voir que Benoît tu aimes jouer au Lego, donc ça c'est chouette. Ah oui, moi j'adore jouer au Lego. Il faut aller voir sur mon profil LinkedIn. Il y a un post à ce sujet qui a eu énormément de succès d'ailleurs. Mais donc, oui, il y a eu des commentaires. Voilà, il faudra en faire un TEDx si ça n'a pas déjà été fait. Je partage l'avis. Je reviens quand même sur. Un TEDx, je peux vous partager la vidéo, donc j'ai donné un TEDx sur le sujet. Ah ben voilà, donc je m'en doutais un petit peu. Non, voilà, bon, il y a un commentaire, voilà, il faudrait gamifier les radars et flasher ceux qui respectent la limitation avec un message de félicitations. Oui, effectivement. Oui, voilà, mais sinon, il y avait deux questions. Il y avait une question, voilà, justement, sur le nom du test pour connaître son profil de gamer. Alors, malheureusement, donc c'est le test de Bartle, mais il est un peu frustrant parce que il est vraiment très orienté sur les jeux en tant que tel. Et nous, avec Studio, on a presque finalisé un test qui est un mélange du test de Bartle et de notre expérience sur à peu près 50 000 utilisateurs des 5 dernières années, pour y introduire des questions qui sont plus de l'ordre d'un usage au quotidien, en fait, de la vie au quotidien. Donc, on va le lancer début septembre. Donc, si je pourrais le partager avec l'UWE, vous pourriez l'envoyer à tous les coups. Sinon, vous faites une recherche test de Bartle et vous en avez plusieurs en ligne, okay. Mais ils sont un peu décevants. Ok. Alors, juste un petit point technique. Donc, vous pouvez évidemment poser vos questions sur le chat, comme Benoît l'avait annoncé en début de séance. Si le chat ne fonctionne pas chez vous, vous pouvez lever la main et Benoît vous autorisera à activer votre micro pour poser votre question. Oui.
Alors, entre-temps, il y avait une autre question qui était posée au tout début, c'est comment, voilà, ça c'est vraiment le cas d'un mobility manager, comment peut-on gérer simultanément, par exemple, des cyclistes réguliers dans l'entreprise, donc plutôt intrinsèques, et des nouveaux plutôt extrinsèques? Alors, donc, ça, c'est un bon exemple. Hein. Vous allez avoir les deux. C'est-à-dire, dans les cyclistes en entreprise, ceux qui veulent vraiment agir pour la planète, avoir une démarche mobility friendly, etc., sont en motivation intrinsèque. S'ils sont en motivation intrinsèque, vous pouvez scorer leur utilité, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire leur dire combien ils ont sauvé de CO2, combien ils ont… à chaque fois faire la comparaison, s'ils avaient pris la voiture, ça aurait pollué de telle façon, et ils n'ont pas pris la voiture, et donc ils ont finalement contribué de telle façon. Et ça, si vous avez quelqu'un qui est en motivation intrinsèque totale, il va le garder pour lui. C'est pour lui qu'il a besoin de savoir si ça en vaut la peine. Et vous, votre rôle de maître du jeu, c'est de lui montrer que ça en vaut la peine. Et parfois, ça n'en vaut pas vraiment la peine, c'est-à-dire que le score est encore trop rikiki, ou on est au début, il n'y a pas encore vraiment d'impact. C'est ce que je disais tout à l'heure, et on peut avoir un débat philosophique là-dessus, mais les jeux vidéo vont un peu tricher, et quoi qu'il arrive au début, ça en vaut la peine. Quoi qu'il arrive au début, vous êtes successful. On doit trouver, voilà, la réunion qui avait lieu juste à côté ici tout à l'heure, c'est pour un truc qui s'appelle Drive Local en France, qui est une application pour acheter local des légumes, etc. Le commerçant qui n'a pas encore vendu localement et qui utilise l'application, s'il a des visites de potentiels clients qui sont intéressés par ces légumes, ces pamplemousses, on va lui faire passer un niveau. Il n'a rien fait, hein. Il n'a rien fait pour ça. Il a des gens qui sont allés par curiosité voir sa petite page sur l'application. Il n'a pas vraiment encore mérité grand-chose, mais on va quand même lui donner quelque chose. Donc, pour reprendre l'exemple des vélos, si vous êtes en motivation extrinsèque, il faut repérer c'est quoi la motivation extrinsèque. Et mon intuition dans ce cas-là, pour l'avoir vu dans d'autres cas, c'est que l'intuition extrinsèque, c'est de montrer aux autres qu'on a un comportement citoyen. En fait, on ne le fait pas vraiment, mais on veut le montrer aux autres. Dans l'exemple de Drive Local que je viens de citer, donc l'achat des trucs locaux, les clients nous expliquaient qu'ils sont atterrés par le nombre de personnes qui partagent sur les réseaux sociaux en disant « Hey, utilisez Drive Local, c'est génial, c'est super, j'adore ». En fait, ils n'ont pas utilisé. Ils n'ont pas utilisé l'application. Mais ils veulent faire savoir qu'ils achètent en circuit court. On est dans ce monde-là. Hein. C'est dingue, mais on est dans ce monde-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous devez un peu nourrir les deux en permettant d'afficher les résultats de ceux qui sont le plus venus à vélo, qui utilisent le plus le vélo, et donner une balise, et là c'est plus noble, hein, mais d'achievement, en disant c'est quoi le best practice. Ce qu'on fait avec Toyota, quand vous rentrez dans un tronçon green, par exemple, vous êtes sur le 40 Liège-Bruxelles, qui va être un tronçon green. On va vous tester sur autoroute, sur un comportement le plus green possible dans votre conduite de Toyota Yaris ou Prius. Vous avez besoin d'un score comparé, sinon vous ne savez pas si vous êtes performant ou pas. En fait, la gamification est presque le seul moyen de vous dire de manière objective si votre comportement de conduite est bon ou pas. Donc, c'est super important de vous proposer. J'habite dans un petit village où il y a 3 boulangeries. Le meilleur boulanger, c'est Céréalia. Tous les villageois font la file pour aller chez Céréalia. Les 2 autres boulangeries fonctionnent beaucoup moins bien. Et donc, le boulanger peut s'entendre dire par les clients, bah, c'est la meilleure boulangerie du monde. Alors, soit il est content avec ça et il le croit, soit il est passionné parce qu'il veut faire les meilleurs pains du monde, que sais-je, et là, il va devoir franchir un niveau et peut-être se mettre dans le concours de meilleur ouvrier de France, parce que je suis en France, pour pouvoir se comparer, pour pouvoir savoir s'il est vraiment très, très bon comme boulanger ou pas. Et là, vous avez les 2 comportements qui sont très différents. Soit il y a un petit problème d'ego, il est en recherche de compétition, il doit s'affirmer par rapport aux autres, il veut sentir qu'il est le plus fort. Soit c'est juste pour lui, en fait. C'est pour lui qu'il a besoin de savoir si son pain est le meilleur de France. Si vous ne donnez pas des éléments comme ça aux joueurs utilisateurs et qui sont aveugles, vous ratez un levier de motivation. Vous manquez un levier de motivation. Ok, merci. Il y avait encore peut-être une dernière question pour aussi vous libérer, parce que je sais que vous avez d'autres activités juste après. Dernière question de Clarisse d'Infrabel, hein, si je ne me trompe pas. Faut-il viser tous les profils de joueurs quand on conçoit un jeu, alors, ou plutôt altérer les initiatives? Alors, non, donc, il ne faut pas viser tous les profils. Et quand je parle de profil, je recentre en disant c'est des façons de scorer. Il y a très peu de jeux vidéo bien pointus, bien faits, qui ne combinent pas différentes façons de scorer. Par contre, il n'y a quasiment pas de jeux qui les utilisent toutes en même temps.
Warcraft est un peu une exception. Le jeu que je vous donnais tout à l'heure est un jeu très complet où vous pouvez faire progresser votre personnage, vous pouvez combattre et vaincre des ennemis, vous pouvez discuter énormément avec les autres, vous découvrez des nouveaux territoires, tous les scores se mélangent. Mais en gros, l'achievement, donc le sentiment de progression, c'est la base, et puis les autres façons de scorer tournent autour. Et ce qui est intéressant, l'exemple des classements est toujours un bon exemple. Vous pouvez cacher les classements. Si vous avez face à vous un fighter, un compétiteur, et qu'il sait que les classements existent, il va aller les chercher et il va aller tout le temps sur les pages de classement. Mais par contre, si vous ne voulez pas que votre application donne l'impression d'être omnubilée par les classements, vous les rangez derrière. L'achievement est toujours en premier, en fait, dans une logique de scoring. En jargon de gamification, c'est ce qu'on appelle la méthode PBL, donc c'est Points, Badge, Leaderboards, Levels. Je n'ai pas eu le temps de vous parler beaucoup des niveaux et des badges et de la façon très différente de les gérer, mais c'est un peu la colonne vertébrale de ce qu'on met en place. Et puis tous les autres éléments, la surprise, les éléments sociaux viennent se greffer à ça. Eh bien, un tout grand merci pour votre présentation qui était vraiment passionnante. Je pense que là, on a déjà beaucoup de retours super positifs. Ça mériterait effectivement d'aller beaucoup plus loin, je pense. En tout cas, l'intérêt du public est là. Donc voilà, on n'hésitera pas à revenir vers vous. Si vous avez des questions, c'est vrai que c'est un peu court toujours, mais donc je suis à votre disposition. Si vous voulez explorer le sujet, n'hésitez pas. Eh bien, un tout grand merci. Et donc je pense que donc la présentation a été enregistrée. On la diffusera si évidemment vous ne voyez pas d'inconvénient. Au niveau de votre présentation PowerPoint, je ne sais pas là par contre si on pourrait la diffuser ou pas. Je vous l'envoie aussi, je vous envoie le PDF. Ah ben, c'est super. Donc on la partagera évidemment avec tous les participants. On la mettra alors aussi sur notre site. Merci à vous. Je vais vous libérer parce que je pense que vous avez une autre réunion qui vous attend dans la foulée. Et on va nous continuer notre réseau. À très bientôt, merci beaucoup. Voilà, alors je vais maintenant, merci pour tous les retours positifs. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Olivia pour la suite de ce réseau avec des exemples très concrets de mise en pratique à différentes échelles, ainsi qu'après un petit focus sur ce qu'il existe en fait déjà sur le marché, dont vous pouvez vous emparer directement. Voilà, à toi Olivia. Oui, alors je vais juste partager mon écran. Oups. Voilà, est-ce que Benoît, tu peux me dire si vous voyez tout correctement? Ok, super. Ouais. Alors effectivement, voilà, on a une belle partie théorique par Dominique et l'idée ici maintenant c'est d'entrer tout de suite dans le concret pour que vous puissiez voir des applications qui ont déjà été faites en gamification. Et il y en a notamment deux personnes qui ont appliqué la gamification à leur sauce. C'est donc Marie Verstraat, qui est Mobility Manager au service public de Wallonie, et qui a incité tous ses collaborateurs, donc tous les employés du service public de Wallonie, à parcourir le tour du monde à vélo. Et donc elle va vous présenter une petite vidéo qui explique ça. Et puis dans la foulée, on a Charles-Étienne Jam, qui est aussi Mobility Manager chez Swift, qui a aussi encouragé les employés de son entreprise à faire du vélo pour contribuer à une œuvre sociale. Du coup, j'espère que vous pouvez vous accrocher encore un petit peu. Je vous diffuse ces deux vidéos tout de suite. Voilà, c'est parti. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie Verstraat, je suis Mobility Manager au sein du service public de Wallonie et avec cette petite vidéo, je vais vous présenter l'action du Tour du Monde à vélo qui a été organisée à destination des agents. Il s'agit d'un tour du monde virtuel durant lequel les participants encodaient leur trajet professionnel effectué à vélo sur un formulaire en ligne. C'était un défi collectif avec un objectif commun de parcourir tous ensemble 40 075 km à vélo. C'était une action sur le long terme qui a duré 26 semaines et qui était plutôt orientée valorisation et récompense des cyclistes avec peu de mise en selle. Au niveau des résultats, on était assez contents puisqu'on a eu 103 participants et comme vous le voyez, un objectif plus que largement atteint avec 60 000 km parcourus à vélo. Après une petite évaluation auprès des participants, 99% d'entre eux ont déclaré qu'ils continueraient à rouler à vélo après l'action. On avait donc un faible taux de 6% de remise ou de mise en selle
et 96% de personnes satisfaites et convaincues de la pertinence de l'action pour promouvoir le vélo. Autre élément intéressant, c'était la fidélisation des cyclistes et la création d'une communauté avec un sentiment d'appartenance et aussi une très belle campagne de communication avec comme indicateur le nombre de vues des pages intranet de l'action, et on voit ici que la page de l'action en elle-même était celle qui a été la plus vue de toute l'année. Il y avait également 2 à 10 fois plus de vues sur l'ensemble des pages de la cellule mobilité pendant l'action. Au niveau des clés du succès, la communication était très importante. Nous avons créé une identité propre, donc un logo qui a été décliné sur différents supports. On voit ici au niveau de l'affiche, et nous avons utilisé bien entendu tous les canaux disponibles en interne pour faire la promotion de l'action. Toujours au niveau de la communication, il y avait d'un côté une communication globale à destination de tous les agents pour faire la promotion du vélo et donner un état d'avancement du tour, et une communication plus particulière avec les participants avant, pendant et après l'action pour les informer, les encourager et les fidéliser, avec notamment un mail hebdomadaire et des fiches sur l'avancée du tour qui étaient envoyées tous les vendredis. Voici quelques exemples de fiches où il y avait parfois des devinettes, des infos sur le trajet, des cartes et généralement une petite anecdote sur l'endroit ou le lieu que nous avions atteint. Voici d'autres éléments qui ont contribué au succès de cette action. C'est l'aspect ludique du défi, l'orientation culturelle que nous avons donnée avec les fiches hebdomadaires, l'originalité de l'action. C'était la première fois qu'on organisait ce genre d'action pour les agents du SPW, et l'implication de la hiérarchie. Sans oublier, bien entendu, les cadeaux qui sont vraiment un bon incitant pour augmenter le nombre d'inscriptions et de participation à ce genre d'action. Donc, ils ont reçu pendant le tour un petit pack avec des produits locaux qu'on a appelé une petite collation, une tasse avec le logo de l'action, et à la fin de l'action, pour les remercier, nous avons organisé un lunch et ils ont reçu un petit diplôme d'honneur. Et pour terminer, je ne vais pas les détailler, mais voici d'autres exemples d'actions dans le style. Il s'agit d'une action pour la marche, intitulée Objectif 10 000 pas par jour, un défi caritatif de covoiturage au profit de Viva for Life, et un défi Semaine de la mobilité des membres du comité stratégique, donc des directeurs et directrices généraux du service public de Wallonie. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers moi par la suite si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté. Voici mes coordonnées. Si vous n'avez pas le temps de les noter, n'hésitez pas à solliciter la cellule mobilité de l'Union wallonne des entreprises. Merci, au revoir. Voilà, c'était la présentation du service public de Wallonie. On va passer à la deuxième directement, qui est donc Charles-Étienne Jam de chez Swift. Bonjour, je me présente, Charles-Étienne Jam, je travaille à la Hulpe, dans la société Swift. Il y a 1000 employés à la Hulpe et 2000 dans le monde. Swift organise 2 semaines de la mobilité, la première en mai et la seconde traditionnelle en septembre. Durant ces semaines, les employés vont donner des cours de réparation vélo, vont participer à différents types de challenges, recevoir des passes pour le bus, le train, et également des petits déjeuners. Mais je voulais mettre l'attention de cette présentation aujourd'hui sur une action qui est organisée conjointement avec le département CSR qui veut dire Corporate Social Responsibility, et le département CSR encourage les cyclistes durant chacune de ces 2 semaines de la mobilité en leur garantissant une contribution à une œuvre sociale à hauteur de 1 € du kilomètre.
ce qui signifie que chacune de ces semaines, on fait plus ou moins 4000 km. Donc CSR, grâce aux cyclistes, reverse 4000 € à 2 associations. Les premières que nous avions choisies étaient le recyclage, parce qu'elles permettaient de remettre des gens au travail via l'apprentissage d'un métier de réparateur vélo. Et FITS, pour le pendant néerlandophone, qui fait plus ou moins le même genre d'activité. Et alors également, pour vous donner encore un autre exemple, la Croix-Rouge, où nous avons financé des vélos afin que des enfants en centre fermé puissent aller de manière autonome à l'école. Ce type d'action est supporté par une communication avant la semaine de la mobilité, pendant, où les kilomètres sont publiés, afin de faire monter un compteur, et ensuite, évidemment, à la fin de la semaine pour faire le bilan de l'action. Ça permet vraiment à chaque employé de chez Swift, et pas seulement les cyclistes, de se sentir vraiment impliqué dans les actions de la société au niveau social et également physique. Et également montre en fait l'implication des cyclistes à l'intérieur de la société. Voilà, je voulais vous faire part de cette organisation qui est pour moi assez unique dans le monde de la mobilité. Bonne journée à vous. Voilà, donc une belle illustration que la boucle est bouclée. On favorise la remise en selle en faisant du vélo finalement. Du coup, je reviens à ma petite présentation. Voilà. J'espère que cette vidéo était un peu inspirante. L'idée, c'est que voilà, vous pouviez aussi trouver des idées, notamment pour la semaine de la mobilité et le défi mobilité des entreprises. Et j'en profite pour dire que tout à l'heure, je t'ai pas demandé, Béatrice, mais est-ce qu'on pourrait remettre les liens d'inscription au défi et à la candidature au Mobility Manager dans la conversation, peut-être comme ça, tout le monde l'a tout de suite sous la main, s'il te plaît. Tout de suite passer merci Béa, à quelques outils de gamification. Alors, vous voyez tout de suite que cette liste n'est absolument pas exhaustive. La preuve, c'est que Dominique a parlé de quelques applications qui ne sont même pas dans ce slide, notamment Waze, toutes les applications de running comme Nike, Fantastic et tout ça. Mais c'était juste pour vous donner quelques exemples de ce qui existe et on a essayé de les rassembler en plusieurs catégories. Alors ici, en haut à gauche, on a la catégorie des applications qui permettent d'animer des présentations. Donc, c'est-à-dire que dans une présentation de type PowerPoint ou peut-être un exposé, vous allez pouvoir avoir l'occasion de créer des petits sondages de manière tout à fait dynamique avec une interaction directe de votre public. Ça, c'est assez sympa, ça donne une chouette idée si vous voulez voir le suivi de la présentation. Il y a aussi un autre groupe ici, dont Hop fait partie, qu'on appelait également, qui sont en fait plutôt des opérateurs de gamification qui vont vous accompagner dans un processus, donc comme l'a expliqué Dominique. Et donc, ça peut aussi être tout à fait le cas, par exemple, pour votre team building ou vos événements de networking, ou pour aussi, par exemple, le lancement d'un nouveau produit de votre société. Alors, il y a tout un groupe ici qui sont les applications qui vous permettent plutôt de faire des challenges, donc de lancer des challenges. C'est assez sympa pour d'ailleurs à utiliser pendant la semaine de la mobilité. Et donc, on a par exemple Formalfit qui va lancer des challenges plutôt pour encourager à faire des pas, à marcher. Bike and Win, c'est sensiblement la même chose pour le vélo. On a Maestro Mobile qui est un peu à la croisée des mondes entre l'accompagnement de team building et puis l'aspect challenge. Et puis voilà, il y en a plein d'autres, sans oublier, évidemment, je suis obligée de le citer, sinon ma collègue Colette ne va pas être contente, les challenges vélo, évidemment, de tous vélo actifs. Alors, on a une quatrième catégorie qui sont plutôt les jeux de société. Ça existe aussi, des jeux de société qui ont trait à la mobilité. Alors, ils sont parfois coopératifs, donc c'est vraiment ensemble, on va se poser une question, on va se mettre autour d'un problème de mobilité qu'on rencontre et on va essayer de trouver des solutions grâce aux jeux, grâce à certains outils de brainstorming notamment. Et puis, il y a des jeux tout à fait compétitifs, mais qui ont aussi trait à la mobilité. Les aventuriers du rail sont un classique, mais qui fonctionne assez bien. Donc, l'idée, c'est de relier des villes en créant des routes, des chemins de fer. Et puis, voilà, ça, c'est aussi une chouette idée, par exemple, pour le défi mobilité des entreprises. C'est une chouette action que vous pourriez mener. C'est, par exemple, commander un de ces jeux et le mettre sur la table de votre cantine ou de la cuisine, là où vous dînez. Et puis, chacun s'approprie un petit peu le jeu. Ça pourrait être une chouette action à faire donc, du 16 au 22 septembre pour la semaine de la mobilité.
Et puis, il y a un peu des électrons libres, le quiz de la route dont Benoît a parlé tout à l'heure, Mobi Calendar, qui est aussi une initiative de Taxi Stop, et qui est plutôt dans la gestion de vos déplacements au quotidien. Donc, vous pouvez, par exemple, encoder votre mode de déplacement au jour le jour, et puis gagner des badges. Enfin, voilà, il y a tout cet esprit de petits badges de récompense dont parlait Dominique aussi tout à l'heure. Donc, quelques outils qu'on vous présente ici. Comme je le disais, c'est pas tout. Il y en a encore de nombreux à côté de ça. Et il est temps d'ailleurs de passer au concret et de faire le test de l'une de ces applications, qui est WooClap. Donc, je vous invite tous à rejoindre le site wooclap.com ou d'aller sur votre smartphone et rejoindre ce site-là. Il y a aussi un QR code que vous pouvez directement scanner avec votre smartphone. Vous arriverez sur une page où il y a un tout petit onglet bleu au-dessus, une petite barre bleue. Dans cette barre, vous pouvez encoder le code qui est donc GameUE, donc GameUWE. Et si vous l'encodez, vous allez directement arriver à une question dynamique et vous allez pouvoir y répondre directement. Je ne vois pas les commentaires, mais est-ce que tout le monde arrive plus ou moins à se connecter? Ce sera un bon test de gamification. Pour le moment, personne ne se plaint. D'accord, super. Et normalement, ça n'est pas encore démarré. Ouais. Voilà, maintenant la question est lancée. Ah ben voilà, je vois déjà des réponses. Normalement, vous voyez en même temps que moi le résultat des réponses. Donc, allez-vous participer au défi de mobilité des entreprises? C'est la première question. J'espère voir évidemment beaucoup de oui, je m'inscris dès aujourd'hui. Et donc voilà, c'est super chouette parce que vous voyez, on voit tout de suite l'animation en direct, les barres qui évoluent. C'est sympa, on va laisser encore quelques secondes à tout le monde pour répondre. Il faut peut-être préciser, Olivia, que participer au défi mobilité des entreprises est obligatoire. Hein. Donc, oui, tout à fait. Donc les noms, normalement, sont exclus. Mais bon. C'est peut-être parce que vous ne vous inscrivez pas aujourd'hui, ce qui là est encore toléré. ok. Aïe, 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 les noms prennent le dessus. Ça ne va pas du tout. Ok. Ok, ben voilà. Donc, on a un petit exemple tout de suite de ce que peut être une animation animée, dynamique, avec ce genre d'application. C'est assez chouette. Deuxième question, c'est pas fini. Alors, quel site après réseau social souhaiteriez-vous utiliser pour échanger entre Mobility Managers? Donc, vous savez que pour le moment, au tout début, on avait un groupe LinkedIn sur lequel on échangeait beaucoup. On est ensuite passé à Slack. Donc, pour le moment, normalement, vous vous retrouvez tous sur Slack. On se pose pas mal de questions par rapport à ça. On aurait aimé avoir votre avis, voir quel outil serait le plus utile pour vous, lequel serait le plus pertinent et le plus facile d'utilisation pour vous, pouvoir échanger entre vous. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on voit le nuage de mots s'apparaître. Les gros mots sont ceux qui sont le plus apprécié, les plus likés par tout le monde, ou les plus cités. Voilà, il y a beaucoup de... On a quand même peut-être une prédominance de LinkedIn. Donc, si on pouvait revenir sur les groupes LinkedIn, visiblement, vous seriez content. Ok, Teams qui a fait son apparition, oui, effectivement, pendant le confinement, qui a bien servi à tout le monde. Ah, super, on voit un peu de tout. Ok, LinkedIn reste dominant. Ça, c'est chouette. Ça, c'est des résultats qu'on va pouvoir exploiter aussi. Ok, on peut peut-être passer à la suite. Et Benoît, je te laisse conclure. En tout cas, merci pour votre participation. C'est chouette de voir ça en direct. Et Benoît, je te recède la parole. Eh bien voilà, je pense que de toute façon, tout a été dit. Je ne pense pas que j'ai encore de slides à présenter, hein, Olivia, si je ne me trompe pas. À part peut-être le dernier slide. Coordonnées, oui. Oui, avec nos coordonnées, mais bon, vous les avez. Non, voilà, je tenais à vous remercier pour votre participation. On espère vraiment que vous avez eu des réponses à vos questions, que ce workshop vous a inspiré, évidemment, pour mettre en place des actions, ou en tout cas les voir de manière différente. Il y a évidemment la semaine de la mobilité qui doit être dans vos esprits, même si le contexte est relativement difficile. Mais là aussi, n'hésitez pas à aller sur notre site web, vous inspirer. Il y aura une page dédiée à la semaine de la mobilité, à des exemples de bonnes pratiques, à des exemples concrets d'outils que vous pouvez utiliser ou mettre en place. Et pour faire suite, comme je disais tout à l'heure, à ce workshop, ce réseau de Mobility Manager, si vous allez maintenant sur notre site mobilitéentreprise.be, le dernier article qui a été posté est verrouillé avec un code encore pour le moment. Et le code, si vous souhaitez aller voir cet article, est PLAY, donc P-L-A-Y. Et là, vous aurez encore accès à des vidéos
de présentations d'opérateurs qui proposent évidemment toute une série de solutions en termes de gestion de la mobilité, en tout cas inciter vos travailleurs à passer à l'action. Donc il y a en l'occurrence ForMyFit, il y a Bike & Win, il y a Taxi Stop, il y a Maestro Mobile, il y a Connect to Move. Donc voilà, il y a 5 petites présentations complémentaires qu'on vous invite évidemment à parcourir pour vous faire une idée de ce que les opérateurs qui sont présents sur le marché peuvent vous proposer pour vous aider justement à gamifier la gestion de la mobilité dans votre entreprise. Donc je remercie d'ailleurs tous ces opérateurs qui nous ont fait parvenir leurs vidéos. Voilà, alors pour les vidéos complémentaires, comme je disais, je vois qu'il y a une question dans le chat. Vous allez sur le site mobilité-entreprise.be. Je pense que Béatrice va remettre encore une fois le lien maintenant, donc n'hésitez pas à aller liker, et comme ça vous pouvez poursuivre vos réflexions initiées donc, durant ce 16e réseau des Mobility Managers. Et comme je disais tout à l'heure, qui était mon petit dernier, vu que je vais changer de fonction à partir du 1er septembre. Je resterai dans les parages de la mobilité voilà, je tiens à remercier tous ceux avec qui j'ai pu travailler durant ces 8 années, si pas 13 années dans certains cas, pour la collaboration, pour les échanges et tous ces beaux projets de mobilité qu'on a pu mener. Voilà, il y a encore énormément de travail, mais vous pouvez compter sur une équipe super dynamique. Et donc je remercie l'ensemble de mes collègues, Colette qui va reprendre la responsabilité de la cellule le 1er septembre, Béatrice et Olivia qui est la petite dernière mais qui est déjà bien dans le bain, et je remercie d'avoir préparé avec Béatrice ce réseau des Mobility Managers. Je vous souhaite un excellent été et en espérant que les choses reviennent à la normale le plus vite possible. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. De toute façon, la mobilité reste au cœur des valeurs de l'Union Wallonne des entreprises, et voilà, on y veillera en tout cas pour aider un maximum d'entreprises à terme à mettre en place une politique de mobilité, à soutenir leur politique et la développer toujours un peu plus. À très bientôt et merci à tous. N'hésitez pas évidemment à nous contacter si vous avez encore la moindre question. Et merci pour vos messages d'encouragement. À très bientôt. Au revoir.